comme je vous le disais, l'idée de cette journée, c'était de se dire, la semaine dernière, on a travaillé sur le mot art dans art urbain, et cette semaine, on travaille sur le mot urbain dans l'expression art urbain. Donc dans ce mandat qui m'était confié d'aller travailler la question de l'art urbain, je voulais essayer de vous partager les différentes approches de sciences sociales qui me semblent intéressantes pour étudier ça. La plupart du temps, je le fais de manière croisée, en utilisant un peu de sociologie, un peu de travaux de géographe. Et puis moi, je suis politiste, donc je mélange un peu tout ça dans mes travaux. Et donc là, après avoir parlé plutôt en sociologue des trajectoires des professionnels de l'art et de l'urbain, après avoir parlé de l'espace avec le travail méthodologique et expérimental que fait Pauline, moi je vais introduire cette dernière table ronde sur les politiques publiques avec ce qui est mon boulot. Donc je crois que je ne me suis pas présentée ce matin, donc je vais le faire maintenant. Donc je m'appelle Julie Valin, je suis docteur en sciences politiques. Donc j'ai écrit une thèse entre 2011 et 2017 qui portait sur l'histoire de l'administration, des politiques publiques qui ont trait de près ou de loin au graffiti à Paris. Alors j'avais choisi la ville de Paris parce qu'en fait je voulais aussi aller à Berlin, donc il fallait trouver quelque chose pour comparer avec Berlin de taille équivalente dont je parle la langue, donc Paris c'était bien. Mais en fait, ce que je voulais, c'était aller à Berlin. Puis finalement, j'ai parlé que de Paris dans la thèse parce qu'en fait, il s'est passé des choses entre 2011 et 2017 que j'ai pu documenter chemin faisant et qu'à la fin, tout se tenait pour réaliser une monographie. Donc, il y a beaucoup de choses que je vais vous dire ici qui ont à voir avec ce travail d'enquête que j'ai conduit donc au début des années 2010 pour essayer de comprendre comment le graffiti est devenu un problème public. Pourquoi c'est un problème? C'est quoi le problème? Et le problème, c'est d'abord que le graffiti a été considéré par les municipalités, et la municipalité de Paris en général, comme quelque chose de sale, quelque chose qu'il faut effacer. Et moi, j'ai toujours été un peu intriguée par cette idée, pourquoi c'est sale? À la limite, on trouve ça moche, je comprends, enfin, je veux bien imaginer, mais sale, c'est pas comme, marche pas, enfin, ça me salit pas, moi perso, de voir un graffiti. C'est pas une question d'hygiène de la ville, c'est une autre question, pour autant qu'on classe, qu'on range dans la catégorie de la propreté. Et puis parallèlement et un peu après aussi, je vais y revenir, c'est devenu un objet culturel. En tout cas, les pouvoirs publics ont porté sur certaines peintures murales un regard qui les définissait comme des objets culturels, et pour ça, ils ont employé d'autres termes. Alors, ce que j'ai fait dans ma thèse, c'est un peu d'essayer de comprendre comment les pouvoirs publics changent leurs problèmes, ou font évoluer les problèmes qu'ils identifient comme des problèmes publics. Alors, problème, ça veut dire juste un objet, en fait, pour intervenir en tant que pouvoir public, pour que, finalement, à leurs yeux, le graffiti passe de la souillure à la culture. Et cette trajectoire, elle est pleine de paradoxes et elle est pleine d'acteurs et de plein de choses qui se passent. Et c'est un peu ça que je vais essayer de vous raconter là en introduction pour introduire après justement notre discussion sur les politiques culturelles locales. Un truc qu'on entend souvent dans la presse locale, je sais pas, c'est Pierre-Edouard tout à l'heure qui parlait de la presse locale qui parle du graffiti. Des fois, c'est les services de propreté ont effacé un tag qui a été commandité par le service culturel. Moi, quand j'ai refait un entretien l'été dernier avec le responsable de la cellule effacement des graffitis à Paris, pour voir un peu où ça en était, s'ils effaçaient toujours bien et tout. Vous inquiétez pas, ils continuent de bien effacer. Et il me dit « Oh, mais au fait, vous savez qu'on a effacé un Banksy ?» Et c'est assez, voilà, c'est un peu de cet étonnement-là de savoir comment que tout est parti, c'est-à-dire comment différentes personnes qui travaillent dans une même administration municipale, vont pour certains considérer qu'un même objet doit être effacé et pour d'autres qu'il doit être préservé. Et comment leur regard sur les objets est construit, et on va voir qu'il y a une manière particulière de le construire. Et puis, il y a aussi cette idée de comprendre comment le graffiti, j'emploie le terme graffiti de manière assez générique, vous pourrez me critiquer après là-dessus sans problème, mais là au moins on parle des peintures spontanées dans l'espace public. Comment est-ce qu'il passe d'un secteur d'action publique à l'autre? Comment est-ce qu'il entre dans les affaires, dans les problèmes de la propreté, puis dans les problèmes de la jeunesse, du socioculturel, dans les problèmes des acteurs touristiques et parfois dans les problèmes des acteurs culturels? Et
L'idée de ce que je vais vous dire là, et peut-être de ce qu'on va se dire un peu cet après-midi, c'est de savoir est-ce qu'il rentre vraiment dans les problèmes des acteurs culturels. Est-ce que l'administration de la culture s'est emparée de cet objet ou pas? Comment elle s'en empare? Et surtout, comment est-ce que le graffiti a pu devenir un objet culturel sans l'administration de la culture? C'est-à-dire qu'il y avait des graffitis considérés, des interventions dans la rue considérées comme des œuvres d'art, sans même qu'il n'y ait une politique à la destination de ces esthétiques dans la rue, sans même que l'administration s'en soit emparée. Je vais essayer de revenir là-dessus, d'éclairer, je ne sais pas si ça vous... Voilà. Alors, la première chose qui m'intéressait, c'est de comprendre comment le graffiti peut être considéré comme un objet sale, pas propre. Il y a plusieurs manières de comprendre cette problématisation. Et la première, c'est d'abord de comprendre qu'est-ce que ça représente en fait un graffiti, pourquoi on veut l'effacer. Ça, c'est une problématisation qui a été construite par les premières villes qui ont été submergée, comme elle pourrait le dire, par le développement du graffiti writing dans les années 70, puis 80, mais aux États-Unis dans les années 70, et qui d'un coup ont voulu étouffer un mouvement qui investissait toutes les villes et qui était associé à une culture populaire, une culture qui était des objets culturels qui étaient produits par une jeunesse des quartiers populaires, dans une ville qui était assez pauvre, qui était même en banqueroute, qui était la ville de New York. Et donc, l'invasion de ces graffitis dans la rue, c'était les traces des mouvements de la jeunesse populaire dans une ville qu'on cherchait un peu à redresser, dont on voulait redonner sa vitrine, à laquelle on voulait redonner sa vitrine, donc son image de marque. Et donc, il fallait effacer les traces de cette jeunesse populaire pour remontrer qu'on n'était peut-être pas si pauvre que ça, peut-être pas si violent que ça, ou pour effacer un peu ces traces-là. C'était en fait effacer quelque chose qui évoquait une forme d'insécurité économique, d'insécurité physique, de violence dans la ville. Et c'est ce qui après s'est décliné par une trajectoire internationale de ce problème comme un problème de lutte contre le sentiment de l'insécurité. Mais en France, c'est pas que ça. Pardon, je suis entre plein de notes. Je suis pas aussi. Il y aura pas un PowerPoint aussi beau, mais vous allez voir, on va y arriver. Les politiques d'effacement des graffitis en France, elles reposent aussi sur quelque chose d'un peu plus ancien, qui est ce qu'on appelle, ce que Philippe Artière a appelé la police des écritures. C'est le fait de réguler les inscriptions qu'on peut ou pas produire dans l'espace public, et surtout qui peut produire des inscriptions dans l'espace public. Donc c'est les lois sur la liberté d'expression du début de la Troisième République à la fin du XIXe siècle, qui régulent la liberté de la presse, mais aussi le droit d'afficher ou de ne pas afficher des choses dans l'espace public, d'écrire ou pas sur les murs, à un moment où parallèlement les pouvoirs, la Troisième République s'appuie sur les maires, sur les mairies, et les maires inscrivent des choses eux dans l'espace public. Ils inscrivent hôtel de ville sur le fronton des mairies, ils inscrivent écoles publiques sur le fronton des écoles, ils nomment les rues avec des noms de personnes qui considèrent comme être des fondateurs de l'ordre politique qui sont en train de construire. Donc il y a un vrai travail d'écriture publique, d'écriture dans l'espace public. On régule l'affichage dans l'espace public, les associations peuvent commencer à faire des choses, mais tout le reste, on l'efface, on l'enlève, et en particulier ce qui est de l'ordre de l'injure, de l'atteinte aux personnes, etc. Donc là, il y a les premières lois qui arrivent et qui justifient déjà un premier tri entre ce qu'on a le droit ou pas le droit d'écrire dans l'espace public. Et puis après, pendant le XXe siècle, il y a la publicité qui se développe avec des campagnes d'affichage, de peinture sur les murs, qui sont des peintures publicitaires et qui ont le droit de citer, qui font partie du coup des interventions privées qu'on peut réaliser dans l'espace public. Et donc là, d'autres formes d'esthétique, de couleurs apparaissent. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'artistes professionnels qui font aussi de la publicité à cette époque-là, et ça fait partie de leur économie. Et puis, dans les années 80, en France, les maires commencent à vouloir un peu plus de pouvoir. Il y a ce qu'on appelle le processus de décentralisation, où l'État tout-puissant commence à donner un peu de son pouvoir à d'autres niveaux, les départements, les régions, mais aussi les mairies. Et les maires, en particulier, réclament, dès le début des années 80, un peu plus de pouvoir en matière de sécurité, pouvoir sécuriser le cadre de vie, l'environnement dans lequel vivent leurs administrés, leurs électeurs, et pouvoir répondre à leurs besoins en termes de sécurité. On est à une période où, par ailleurs,
Il y a des gens qui en ont un peu marre de vivre dans des cités un peu éloignées de tout et qui commencent à faire savoir dans ces cités qu'ils ont pas un cadre de vie qui leur plaît, qu'ils n'ont pas forcément eu l'ascension sociale qu'on leur promettait et qui vivent dans un logement qui se dégrade de plus en plus. On appelle ça la crise des banlieues ou des choses comme ça. En fait, des termes qui viennent uniformiser des mouvements sociaux qui se passent dans plein de petites villes périphériques qui sont le plus souvent marquées par un urbanisme de bar. Et dans ces endroits-là, il y a des révoltes et il y a un problème public qui se crée où on commence à uniformiser tout ça en disant c'est la révolte des banlieues en général, comme si c'était la même chose. Je sais pas, dans plein de petites, c'était la même chose à Vénissieux, qu'à Clichy, que c'est exactement les mêmes problèmes. Il y a des problèmes communs, mais il y a aussi des problèmes différents. Néanmoins, on uniformise tout ça, et le traitement médiatique qui est fait de la crise des banlieues associe beaucoup un certain nombre d'espaces, en particulier donc ces espaces marqués par un urbanisme de bar, à des populations, la jeunesse issue de l'immigration, à des pratiques de cette jeunesse, comme le rap ou le tag. Et Karim Amou a très bien documenté, notamment dans son histoire du rap en France, la construction de figures comme ça, de jeunes délinquants de banlieue incarnés par le rappeur. Ben, finalement, le tagueur, c'est un peu pareil. C'est des gens qui ont des pratiques culturelles, en fait, mais qu'on associe à des pratiques violentes par ailleurs, qui en fait n'ont rien à voir, qui sont des révoltes politiques, et à un espace particulier qui est celui de la banlieue. Donc cette construction du problème des banlieues, qui est particulièrement française, elle arrive à un moment où les maires ont un peu plus de pouvoir en matière de sécurité. Il y a cette décentralisation. Et puis il y a cette histoire de la répression du graffiti dans les villes américaines, et en particulier dans les réseaux ferrés. Et donc les entreprises de transport en commun, elles aussi, portent ce discours de lutte contre l'insécurité, du sentiment d'insécurité par des actions de propreté. On est au tournant des années 80-90 et là en fait l'effacement des graffitis ou la lutte contre le graffiti devient une forme d'allégorie de tout ce mélange de choses. D'un coup, il faut effacer les graffitis pour lutter contre le sentiment d'insécurité. C'est une manière de montrer qu'on fait quelque chose pour améliorer le cadre de vie et pour effacer les traces de l'intrusion d'une jeunesse populaire fantasmée, en grande partie, dans les centres-villes. Donc cette histoire-là, elle est très médiatisée. Je pense que vous voyez à peu près, vous avez tous et toutes des images quand je vous parle de ça. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'elle correspond vraiment à la réalité de ce qu'était le monde du graffiti à cette époque-là, qui en Europe a été importé plutôt par des gens qui avaient un certain nombre de capitaux culturels, soit parce qu'ils avaient la possibilité d'aller aux États-Unis, soit parce qu'ils connaissaient des artistes américains qui étaient venus en Europe, qui avaient pu faire leur rencontre et travailler avec eux. Donc le graffiti en France, il n'est pas arrivé par cette histoire américaine par le bas, il est plutôt arrivé par le haut, avant évidemment de se populariser. Il n'est pas du tout question de dire que le graffiti n'a pas été un mouvement de jeunesse très populaire dans les années 90. Il a été pratiqué par toutes et tous, mais la manière dont il a été attrapé médiatiquement et politiquement est une manière extrêmement réductrice et qui permettait de répondre à un problème public par quelque chose finalement qu'on sait faire. On sait effacer les graffitis. On peut le faire, et en plus ça se voit, et politiquement c'est vachement bien de mettre des photos avant, après, regardez mon métro était sale, maintenant il est propre, en termes de communication, de valorisation de l'action des pouvoirs locaux, c'est hyper efficace. Et donc le graffiti a été d'une certaine manière pour la première fois instrumentalisé à cet endroit-là pour devenir la réponse esthétique à un problème qui était autre, qui était de résoudre un soi-disant problème d'insécurité ou de sentiment d'insécurité qui par ailleurs est très difficile à définir. Donc c'est là que la politique de propreté, elle apparaît comme une espèce d'opportunité. Le maire, et en particulier le maire de Paris à l'époque, il n'a pas de pouvoir de police, il n'a pas de police municipale, et puis quand bien même elle n'arriverait pas forcément à arrêter les graffeurs parce qu'ils n'ont pas les mêmes horaires de travail, et puis qu'en plus il faut faire des grandes enquêtes, et puis en fait en vrai ils ont d'autres problèmes les flics, enfin bon. Donc alors que la propreté ça marche, on a des services, ils peuvent venir, ils effacent, on peut faire des marchés publics, les faire travailler, et ah oui il y a un autre truc qu'ils ont essayé de faire, ils ont essayé d'interdire la vente de bombes de peinture, mais ça marche pas non plus parce que l'Union européenne commençait à prendre un peu de poids, dit non mais vous pouvez pas empêcher le commerce, la libre circulation des biens, tout ça, bref. Bon. Donc en fait une manière de régler le problème c'était quand même d'effacer.
Et ça a mis un peu de temps. À Paris, il a quand même fallu attendre la fin de l'année 1999 pour que ce soit voté en Conseil de Paris, cette idée d'effacer systématiquement tous les graffitis, gratuitement, parce qu'on parle aujourd'hui de politique de gratuité, de ci, de ça. En fait, l'effacement gratuit des graffitis, il existe depuis un moment. Et c'est Jean Tibéry qui fait voter ça en 99. Il sait que du coup, ça va commencer à porter ses fruits en 2000. Et puis en 2001, il y a des élections. Donc ça tombe bien, il aura nettoyé Paris. Bon, le pauvre, ça n'a pas marché pour lui, mais bon, en attendant, le dispositif est passé et il y a plus de 240 000 mètres carrés de graffitis qui ont été effacés en 2000 par les services, en fait, par les entreprises délégataires de services publics à ce moment-là. Ensuite, il y a un autre maire qui est arrivé, socialiste, je crois, et qui n'a pas du tout annulé ce dispositif. Le dispositif existe toujours, ça fait 23 ans qu'il y a des marchés publics auxquels répondent des entreprises pour effacer l'ensemble des graffitis sur toutes les façades sans que les propriétaires aient à le demander. Ce dispositif, il est assez exceptionnel dans la plupart des grandes villes. Il y a des choses comme ça dans les espaces centraux, sur les bâtiments publics. Les pouvoirs publics effacent ce qui se passe sur les écoles, sur les mairies. Et puis après, les propriétaires, en fait, eux-mêmes font le boulot. Et à Berlin, par exemple, où il n'y a pas d'effacement systématique des graffitis, on voit que dans les quartiers où il y a des propriétaires, les propriétaires eux-mêmes nourrissent le marché de l'effacement, font des contrats avec les entreprises pour que leurs murs soient effacés régulièrement. Donc il y a quand même un processus d'effacement qui, par différents biais, se met en place dans la plupart des grandes villes, en particulier dans les centralités, mais aussi dans les périphéries ou dans d'autres endroits en fonction des villes, et qui invisibilisent les graffitis qui sont effectivement produits. Ça, c'est l'histoire du problème de propreté. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que pour que ça passe d'un secteur à l'autre, les problèmes publics, il faut un peu que ça infuse. Et en l'occurrence, la médiatisation de la lutte contre le sentiment d'insécurité et de l'effacement des graffitis, c'est quelque chose qui est infusé au-delà du secteur de la propreté. Par exemple, si on va voir la direction de l'urbanisme dans les années 80 à Paris, à la direction de l'urbanisme, ils ont des problèmes parce qu'il y a des maisons entières qui ont été détruites à une époque où on voulait mettre des autoroutes dans Paris. Donc ils avaient cassé un peu des bâtiments dans les quartiers périphériques pour élargir les rues. Voilà. Puis finalement, ils n'ont pas fait les autoroutes, mais enfin, il manque des maisons, l'urbanisme est un peu bigarré, c'est pas aussi rectiligne et droit que dans le centre haussmannien. Donc les urbanistes, ça les dérange, enfin j'imagine qu'il y a un truc, c'est pas très harmonieux. Donc ils se disent, tiens, on va mettre des fresques. On va mettre des fresques sur les murs pour cacher ce qu'on appelle les murs pignons, qui sont des murs sur lesquels il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'ouverture, pour leur donner un peu de vie, je ne sais quoi. Et donc là, il y a des architectes, des ingénieurs qui commencent à aller contacter des artistes pour leur demander de faire des fresques. Les maires, à l'époque, demandent beaucoup de trompe-l'œil. Truc où on voit un grand escalier, quelqu'un qui marche, ah bah non, c'était une peinture, des dames aux fenêtres avec des pigeons et tout ça, et puis de plus en plus d'artistes interviennent, et à Paris il y a encore beaucoup de ces fresques qui continuent d'exister, et très peu d'artistes à ce moment-là du monde du graffiti accèdent évidemment à ces endroits de production de fresques. Il y a Jérôme Ménager qui en a fait une rue de Ménilmontant avec des gens qui dansent sur un fond rouge. Et puis bon, il y en a d'autres qui existent toujours. Et puis quand des graffeurs vont voir ces ingénieurs ou ces architectes dans leur bureau pour leur dire, et moi je pourrais pas avoir un mur pour faire comme les peintres, en fait les architectes leur disent, non mais continue dans un endroit où on t'efface pas, tranquille, fais tes petits trucs, mais nous on fait de l'art, voilà. Et en fait, même dans ce service un peu d'architecture ou d'urbanisme, la question de faire intervenir des gens qui peignent déjà dans la rue est hors de question, puisqu'en fait c'est pas de l'art. À ce moment-là, pour ces gens-là, c'est pas de l'art parce que ça a déjà été dit par leurs copains de la propreté et par la médiatisation que c'était pas de l'art. Et puis quand après il y a une politique d'art contemporain, d'art dans l'espace public qui se développe autour du 1%, mais aussi autour de la commande publique à la ville de Paris, les gens qui font cette politique de commande publique d'art dans l'espace public ne considèrent pas du tout que le graffiti c'est de l'art et que les gens qui viennent de ce milieu-là pourraient faire des choses dans l'espace public de manière légale et rémunérée. Donc il y a comme l'idée que faire entrer le graffiti dans les politiques culturelles, c'est un peu impossible. Le problème a été tellement fortement cadré depuis 20 ans à l'échelle internationale par les entreprises de transport en commun, les services de propreté, les mairies, etc., que personne, même dans les politiques culturelles, arriverait à ce moment-là à s'imaginer qu'on puisse faire quelque chose de culturel. Ah si, il y en a un qui a essayé, c'était Jack Lang, il a voulu faire une exposition, je crois au début des années 90, au ministère de la Culture, mais les critiques étaient terribles, les magazines d'art disaient que c'était des sauvageons, que c'était des gens qui venaient pisser sur les murs qui se retrouvaient dans les musées, enfin des trucs d'une violence pas possible. Donc bon, ça a refroidi un peu tout le monde, on va pas pouvoir faire ça culturellement. Il se trouve que il y a quand même
Ah oui, alors que parallèlement, si on prend juste les pratiques hip-hop, au même moment, la danse hip-hop commence à rentrer par les MJC petit à petit vers les centres de danse, et puis qu'il y a des hybridations esthétiques qui se font. Ça a été documenté par Marie-Carmen Garcia et Sylvia Faure, le travail d'hybridation des esthétiques, où des danseurs autodidactes du mouvement hip-hop commencent à travailler avec des chorégraphes dans des écoles de danse, et petit à petit créent une trajectoire, un parcours, et accèdent à des scènes, à des théâtres, à des opéras, à des scènes de danse en tant que danseur hip-hop. Donc c'est pas une trajectoire qui est impossible, mais c'est une trajectoire qui ne se fait pas pour le graffiti. Mais il y a quand même des gens qui veulent continuer à faire leur art, qui veulent continuer à défendre l'idée que c'est de l'art. Et du coup, comment ils font dans ce cadre-là pour exister ? Eh ben, ils vont là où les pouvoirs publics sont pas. Alors, il y a toujours cette idée d'aller un peu plus haut que là où on est face. On est face jusqu'à 4 mètres à Paris. Donc, si tu fais quelque chose à 5 mètres, eh ben, ça va rester. Si tu le fais par terre, ça va rester. Si tu le fais dans un terrain vague, pas grand monde le verra, mais enfin, ça restera quand même le temps avant qu'on construise quelque chose. Si tu le fais dans les catacombes, dans les tunnels, il y a plein d'endroits où on n'efface pas, et ça commence à exister. Et puis, petit à petit, on commence à essayer de négocier des endroits pour que ça reste. Alors, on négocie au cas par cas avec un propriétaire. Tu veux bien que je reste sur ta fresque, sur ton volet roulant. Et puis, on négocie de plus en plus avec le maire qui va dire, OK, vous avez un mur d'expression libre, je vous laisse ce mur-là. Ou peut-être même, des fois, une rue entière où on va plus effacer. À Paris, c'est ce qui se passe. Il y a des rues entières, il y a une rue entière en tout cas, où le graffiti n'est plus effacé. Et ça commence à se passer au début des années 2000. C'est-à-dire que des gens commencent un peu à frapper à la porte des élus pour leur dire laissez-nous faire quand même un petit peu. Alors, peut-être pas directement à la porte des services culturels, mais au moins à la porte des élus. Laissez-moi faire, déjà parce que je suis connue. En fait, à côté, il y a un truc qui s'appelle le marché de l'art, qui commence à fonctionner. Donc, il y a des gens qui sont connus, qui vendent, qui ont un nom, qui ont une esthétique, qui sont reconnus. Et du coup, ils disent, moi, je suis un peu représentant de mon quartier, j'habite ici, je fais des bonhommes blancs, j'habite Ménilmontant, vous me connaissez. Allez, laissez-moi faire. D'autres qui disent cet endroit il est tout pourri, en fait il est tout moche, vous savez pas quoi en faire, laissez-nous peindre, franchement ça sera pas pire. Ou autre chose se passe aussi qui est l'institutionnalisation des lieux culturel off. Il y a un grand mouvement au début des années 2000 qui est aussi travaillé par le ministère de la Culture à ce moment-là, qui est de se dire il y a des pratiques culturelles qu'on connaît pas bien, qui sont en dehors des institutions, qui se passent soit dans des lieux différents, soit qui sont pratiquées par des gens qui sont pas des professionnels dont on a l'habitude, qui font du spectacle vivant dans l'espace public, qui font du cirque, qui font de la musique électronique qu'on n'a pas dans nos conservatoires, qui font du graffiti mais qui viennent pas au musée, etc. Et ces gens-là, on les retrouve souvent dans des terrains vagues, dans des friches. Allons voir ces espaces-là et essayons de les aider à structurer ces espaces. C'est l'institutionnalisation des friches culturelles, des cultures off. Il y a un grand rapport qui est écrit là-dessus en 2001 et qui traverse quand même les politiques culturelles de beaucoup de villes où on commence à porter un regard sur ces endroits-là. Donc à Paris, il y a la Forge qui devient une petite institution, il y a les frigos, à Marseille, l'exemple c'est souvent la Belle de Mai qui est présentée, et puis depuis il y en a dans plein de villes, à plein d'endroits, avec des associations qui se structurent et qui encadrent un espèce de panier de trucs qui n'étaient pas culturels, mais maintenant ok on veut bien, tant que vous êtes dans cet espace-là. Et ici se développent des pratiques de graffiti. Des fois, les graffeurs ont accès à des ateliers à ces endroits-là qui leur permettent de commencer à avoir un travail un peu plus personnel, un peu plus construit aussi, parce qu'ils ont des meilleures conditions de travail. Donc ici, se passe quelque chose au début des années 2000 qui n'est pas encore de la reconnaissance culturelle de l'art urbain, mais qui est un début quand même d'espace, un peu d'espace où on peut commencer à faire des trucs, et avec l'aval du politique en toute légalité, peut-être même parfois quelques petites subventions. Et puis après, il y a d'autres gens, on en a ici quelques-uns, quelques spécimens, qui connaissent l'art urbain, qui sont sensibles, qui eux-mêmes parfois sont un peu artistes aussi, mais qui ont envie de rentrer dans le secteur associatif et d'aller frapper aux portes des mairies avec leur structure associative en leur disant maintenant, regardez, moi j'ai un projet d'art urbain, en fait je vous le dis c'est de l'art, et vous allez me donner un peu d'argent parce qu'on a un truc à faire et ça va être bien. Bon, il faut trouver un élu un peu copain dans ces cas-là. Donc, il y a souvent des petits binômes qui se mettent en place. C'est un associatif, un élu, des gens. Voilà, ça marche un peu au cas par cas, des personnes qui se rencontrent et qui essayent de porter ce projet-là. Mais l'élu, il est emmerdé. Il dit non, mais à la DAC, je vais pas réussir à trouver un budget pour vous, direction des affaires culturelles. Par contre, là, avec la politique de la ville, on a un petit budget. Si vous voulez, j'ai 2000 €. Vous pouvez faire un truc dans ce quartier. Vous impliquez les jeunes et puis on fait une photo et puis vous pourrez faire votre truc. Donc, la politique de la ville
ville qui est un espèce de saupoudrage d'argent un peu plus dans les endroits où les gens sont un peu plus pauvres, pour faire a priori un peu plus de choses qu'ailleurs. La politique de la ville, elle a un volet culturel qui est important dans les années 2000 et qui permet de financer beaucoup de festivals d'art urbain. En fait, à l'époque, il y a beaucoup de festivals de hip-hop et parmi ces festivals de hip-hop, il y a pas mal de graffiti. Donc la politique de la ville a permis beaucoup de subventionner de la culture dans ce qu'on appelle le socio-culturel, c'est-à-dire qu'on impute des objectifs sociaux de réduction des inégalités sociales à des acteurs culturels. C'est leur responsabilité de résoudre ça. Et puis, non, il y a aussi des urbanistes qui détruisent les immeubles et qui en font des petites maisons. Ça aussi, ça réduit les inégalités. Bon, passons. Et puis, il y a aussi les politiques jeunesse, puisque l'élu va dire « Ah bah oui, mais c'est pour les jeunes, ton truc ». Bon, la personne qui se présente à eux a 40 ans, mais c'est quand même pour les jeunes. Donc, on va trouver un peu d'argent dans les politiques jeunesse pour financer des événements ou des interventions ou de la production d'art dans l'espace public. Peu à peu, le problème, comme ça, se diffuse dans le socioculturel, dans la jeunesse, et puis on parle quand même de l'occupation particulière de lieux, et ça touche en fait les gens qui travaillent dans l'urbanisme, ça touche les gens qui rénovent la ville, et puis même des fois il y a des gens qui sont urbanistes, qui sont graffeurs, enfin il y a des porosités dans la perception de la ville, et on l'a vu tout à l'heure à travers les différentes interventions, et donc l'urbanisme aussi s'empare du financement de l'art urbain par des projets peut-être d'occupation temporaire ou transitoire des lieux où on va laisser aux artistes la possibilité de s'exprimer avant qu'on détruise tout, parce qu'après on va faire un truc un peu plus joli. Derrière cette idée, il y a l'idée aussi de sécuriser ces espaces-là. Si vous intervenez dans mon terrain vague, j'ai peut-être plus besoin de payer un gardien. En tout cas, je vais payer un gardien qui va gérer des flux de visiteurs qui viennent voir des œuvres et pas des flux de squatteurs qui feraient autre chose, et ça m'embête. Il y a l'idée aussi de sécuriser comme ça par l'art, de pacifier les espaces publics par l'art et de se dire tiens, là j'ai une rue, il y a un peu de trafic de drogue, c'est un peu tout pété, mais j'ai pas encore l'argent pour le projet, puis en plus je voudrais faire une crèche, mais c'est... Bon. En attendant, on va mettre des artistes avec leur association, là ils vont faire plein de trucs, ils vont faire, qui c'est qui a dit, du lien social, etc. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Et les artistes et les associations sont là en attendant que le projet urbain advienne. Et quand le projet urbain advient, parole ne leur est pas toujours donnée pour y participer. Ça commence à faire pas mal de monde qui s'occupe de graffiti et qui considère que c'est un objet culturel, mais il n'y a toujours pas les directions des affaires culturelles. Puis là, non mais aujourd'hui, attends, on est en 2000. Et puis il se trouve qu'il y a quand même des villes où le graffiti, ça commence à faire venir du monde. Les jeunes qui prennent, qui prennent des avions EasyJet pour aller à Berlin, au Berghain, et prendre des photos de graffiti et de street art dans la rue, et les mettre sur les réseaux sociaux, c'est quand même un public qui est vachement cool pour une ville. Et le développement du tourisme qu'on appelle hors des sentiers battus ou alternatif se passe dans des villes un peu pétées, des villes un peu déclinantes, un peu moins prestigieuses, un peu moins riches que les grandes capitales telles que Paris ou Londres, je sais pas, mais donc ça se passe à d'autres endroits, et le développement de ce tourisme-là intrigue les acteurs touristiques qui se disent nous ça va, les gens qui viennent voir la Tour Eiffel et Notre-Dame, ils viennent, mais est-ce qu'ils vont revenir la deuxième fois, qu'est-ce qu'ils vont voir? Et puis en fait, ça fait quand même beaucoup de gens dans le centre-ville, on pourrait leur faire prendre le métro pour aller un peu plus loin. Et puis comme ça amènerait des touristes qui développeraient le commerce, ils iraient dans les librairies, ils iraient au resto, et puis ça ferait du développement économique dans les quartiers un peu périphériques. Et donc les acteurs touristiques voient aussi un intérêt, voient d'un bon œil le développement, la légalisation de l'art urbain dans des espaces plutôt périphérique, faut quand même pas venir sur le patrimoine de centre-ville parce qu'on a des cartes postales aussi à vendre, donc on va séparer les choses, et les acteurs touristiques vont à leur tour commencer à produire des schémas de développement touristique dans lesquels ils intègrent le développement de l'art urbain et l'événementialisation de l'action publique, en particulier des grands événements comme déjà la Coupe du Monde 98, mais au moins l'Euro 2016, les JO 2024 sont des événements dans lesquels on intègre de la programmation d'art urbain et de la production d'art urbain, parce que ça fait partie de l'expérience que vont vivre tous ces gens qui vont venir de notre capitale. Alors voilà, ça y est, il y a de l'art urbain dans les espaces publics, mais
où sont les acteurs de l'administration de la culture? Je dis ça pour vous embêter parce que je sais qu'il y en a dans la salle, hein, et puis on est accueillis ici dans un musée. Donc ils sont là. Moi, au moment où je termine ma thèse en 2017, ils sont pas encore partout, ils sont pas encore tous là. Et on pourrait dire qu'à ce moment-là, il y a bien un agenda politique culturel, mais peut-être un peu sans administration de la culture. Moi, c'est ça qui m'a... Enfin, c'est un peu là-dessus que je concluais ma thèse. Alors maintenant, c'est plus trop une conclusion d'actualité, parce qu'il y a Cécile Cloutour qui est arrivée, et la Fédération de l'art urbain, mais la Fédération de l'art urbain qui essaye de faire un travail de mise en lien des acteurs qui œuvrent à la promotion de l'art urbain dans différentes villes pour essayer de réunir ses forces, de porter des discours communs, peut-être de sensibiliser autrement les acteurs des politiques municipales à ces questions-là, pour qu'aussi il y ait des partages d'expériences, qu'il y ait des remontées et après des jugements de ce qui est une bonne ou une mauvaise pratique à travers ces réseaux. Et puis, il y a des élus qui se renouvellent, il y a des administrations qui évoluent, et en fait, les choses changent. Et donc, ce que j'aimerais, avec cette dernière table ronde, c'est qu'on prenne l'histoire là où elle en est maintenant, que je vous ai raconté tout ce qui se passe avant, pour voir comment on produit de l'art urbain dans les politiques culturelles locales, avec ou sans l'administration de la culture. En fait, des fois elle est là, des fois elle n'est pas là, et pour autant, on fait quelque chose. Alors, si j'ai encore 2 minutes pour vous parler... plusieurs points, et je vous invite Cécile, David, Benjamin et Aletheia à venir vous asseoir. Je vais vous laisser ma place. Hop là. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, je trouve, dans l'idée de regarder les politiques culturelles à l'échelle de la ville. La première, c'est que en fait, la politique culturelle, dans son histoire, elle est plutôt, en France, construite au niveau national. On crée un ministère de la culture. Dont une des premières actions d'ailleurs, c'est d'organiser le ravalement des façades de la ville de Paris. Donc une des premières actions du ministre André Malraux, c'était d'organiser le nettoyage de toutes les façades haussmanniennes, donc certainement de quelques inscriptions qui étaient là aussi dans les années 60. Donc bref, il y a un ministère de la culture qui se décentralise, en tout cas qui se déconcentre dans les territoires avec les DRAC. Mais la politique culturelle des villes, c'est quelque chose d'assez récent d'une certaine manière. C'est pas aussi ancien que la politique culturelle dans son ensemble. Et à ce titre, c'est intéressant de regarder les politiques du graffiti comme une émanation de cette action culturelle locale qui est peut-être parfois aussi récente ou pas si standardisée ou pas si ancienne que celle du ministère. Les villes, c'est aussi un endroit où il y a de la porosité entre les secteurs d'action publique, je l'ai dit, mais quand on travaille dans une ville qui est plus petite que Paris, avec des services, les gens se connaissent. Le gars de la propreté, il connaît le gars des espaces verts, qui connaît la nana de la culture et celle du social, et ces gens travaillent entre eux. Et donc ça crée aussi de la transversalité dans l'action publique qui bénéficie, enfin une transversalité qui est une espèce de flou en fait entre les financements, les secteurs, qui permet des fois aussi de faire des projets intéressants, même si en fait ce sont ici des logiques qu'on va appeler hétéronomes qui viennent influencer la culture, c'est-à-dire que c'est pas l'art pour l'art, on fait pas de l'art pour l'art, on fait de l'art pour autre chose, une logique hétéronome qui vient permettre à l'art d'exister, d'être produit, aux gens d'être payés, et là on revient à ce qu'on se disait ce matin sur la professionnalisation. Mais c'est aussi des effets de cadrage, de l'action des acteurs. T'as le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Tu peux intervenir dans cette rue, mais pas dans celle-là. Ton artiste, il faut qu'il me présente des esquisses ou pas d'esquisses. Et puis, par contre, dans cette rue, vous faites rien et on continue d'effacer. Voilà. Donc, il y a aussi des logiques de cadrage qui passent par des cahiers des charges, par des interactions qui pèsent sur les acteurs de l'art urbain qui essayent d'intervenir et de participer à tout ça. Alors, on va parler de différentes choses avec les invités qui sont autour de la table ronde. Déjà, je vous remercie d'être venus. Aletheia, bonjour. Est-ce que vous avez des micros ? Oui, tout à fait. Pardon, bonjour. Ok, tu veux que je me présente ? Non, tu bois. Alors, Aletheia, tu es artiste ? Oui, je suis artiste. Ah, vous m'entendez ou pas ? Ouais. Je fasse le truc comme ça, sur le menton. Oui, donc moi je suis artiste d'art urbain. Je pense que tu as bien décrit le début des années 2000, qui est donc moi, mon bain de naissance, à la Forge, à Paris. Voilà, donc je fais partie de cette génération-là où moi j'arrive un peu quand même en deuxième vague après le graffiti des années 80-90.
Alors ça c'est Grigny. Mais on va décrire après les choses. Hein, donc, juste. à ce moment-là, je suis une artiste parisienne, etc. Et bon, moi je fais des constellations dans l'espace public, en vandale, et je ne vis pas de mon art pendant très longtemps. J'ai un autre métier à côté. Et puis, chemin faisant, à un moment donné, je pars en banlieue. Ah, c'est ça que Non, là, je veux juste vous présenter. Hein, donc, voilà. Donc, mais tu peux y aller. Donc, en banlieue, j'ai développé de l'art avec les institutions en banlieue. Et c'est pour ça que je t'invite pour parler de ce moment-là et de ce travail de l'artiste avec l'institution, qui est encore une fois, hein, tous les gens qui étaient là ce matin pourraient aussi parler cet après-midi parce qu'il y a des interactions. Enfin bref. Voilà. À côté de toi, il y a Cécile Cloutour. Bonjour Cécile. Merci d'être avec nous. Il est allumé en dessous. C'est là. Alors, Cécile, tu es coordinatrice générale de la Fédération de l'art urbain, donc qui est une association qui s'est créée en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Au départ, pour répondre à une commande du ministère de la Culture qui avait en fait fait des petites bourdes vis-à-vis du travail des artistes. Enfin, il y avait eu des petites bourdes et puis du coup, ils s'étaient dit mais en fait, on se trompe parce qu'on connaît pas bien ce que vous faites, on connaît pas bien ce qui vous êtes. Donc, écrivez-nous une étude pour nous raconter qui vous êtes. Et là, la fédération se crée, tu coordonnes cette étude et après, tu travailles pour la Fédération de l'art urbain. Donc, tu peux nous dire deux mots. Oui, tout à fait. En 2018, donc, deux choses sont lancées quasi simultanément. Donc, à la fois la création structurelle d'une fédération sous un statut associatif tout à fait simple, et parallèlement donc la commande d'une étude nationale sur l'art urbain qui est portée par l'association Le Mur, car à l'époque, le ministère a souhaité vraiment s'adresser à un acteur important qu'il connaissait déjà. Donc, Le Mur a été choisi, et donc on a été une équipe de 5 personnes à travailler sur... On ne veut pas que je parle. Et donc cette étude a été menée pendant une année, entre 2018 et 2019, avec des conclusions et des préconisations qui ont été rendues donc, à la DGCA, la Direction Générale de la Création Artistique au ministère de la Culture. Et la Fédération de l'art urbain a pris le relais sur cette étude en essayant de mettre en œuvre les préconisations et les conclusions de cette étude, et notamment les besoins pour les artistes urbains, pour les structures associatives et pour les commanditaires publics et privés. Donc la fédération, elle essaye de se trouver vraiment à l'interface entre ces différents acteurs à l'échelle nationale. Merci. Et David Demougeot, bonjour. David, tu es fondateur et directeur du festival Bien Urbain à Besançon, qui est un festival qui a 11 ans. Ouais, c'est ça. Tu peux nous présenter rapidement aussi si tu veux. Il y a un festival qui est au départ de l'association et puis plein d'autres actions le long de l'année, à la fois de la création artistique, des projets de territoire dans différents quartiers, et puis une activité d'éducation artistique et culturelle aussi, et de l'édition. Et entre nous, il y a Benjamin Barre. Bonjour Benjamin, tu as un micro aussi. Donc Benjamin, tu travailles à la métropole européenne de Lille, et toi tu travailles au service tourisme, culture et tourisme, développement territorial et social. En quelques mots, c'est quoi ton travail dans ce service tourisme de la métropole ? En quelques mots, il a démarré aussi en 2018, une période où en fait il fallait... on m'avait commandé de recréer des parcours de découverte de l'art mural, d'une œuvre qui était très importante, et en 2018 j'ai mené une espèce d'enquête qui a duré 1 an, pour recenser à peu près 4 décennies de production de peinture. Donc je suis remonté jusqu'à la fin des années 80 pour créer 20 parcours, pour brosser un panorama des productions que tu as évoquées par décennies, très différentes les unes des autres, pour aboutir à 20 parcours, puis 8 parcours qu'on a sélectionnés avec les éditions Gallimard, qui à l'époque, aujourd'hui encore, balayent la France pour essayer de proposer un résumé de l'offre pour les curieux, notamment pour les touristes, face à un territoire, pour en terminer, qui est très grand, 95 communes. Même nous, fonctionnaires, on a du mal à l'appréhender. C'est la taille d'un département, c'est 95 communes, enfin c'est immense. On a des peintures partout, tombées dans l'oubli. Donc en fait, il s'agit de
d'en reparler et de recréer une espèce de carte. Comme je suis géographe, voilà, le travail passe par la carte, pour offrir au public une base de données, aux guides conférenciers avec qui on travaille. On a une armée de guides conférenciers pour travailler. Donc c'était ça, donc une enquête permanente sur le graffiti. Et donc ici un service de tourisme qui produit de l'édition sur l'art urbain, qui forme des guides et qui participe aussi, on le verra, à des formes de production de l'offre d'art urbain sur le territoire. Ce qui m'intéresse dans vos trajectoires, même si elles sont très diverses et que vous allez nous parler d'expériences situées à différents endroits, c'est que chacune à votre manière, vous travaillez pour essayer d'aider à la professionnalisation des artistes, d'aider à la professionnalisation des intermédiaires entre les artistes et les pouvoirs publics, mais aussi à la légitimation de l'art urbain, à l'écriture d'une histoire de l'art ou d'une histoire urbaine, les deux peut-être en même temps, et que chacun de là où vous êtes, vous contribuez à ces objectifs qui en fait peuvent être vus comme des objectifs d'une politique culturelle. Aider le monde culturel à se professionnaliser, aider l'histoire de ce monde à s'écrire, et ce monde à obtenir la légitimité qui lui permet de s'ancrer dans le paysage culturel. Je pense que c'est un peu ça les objectifs en tête que j'ai quand je parle de politique culturelle. Alors, je vous propose qu'on parle de manière différente des autres tables rondes, où on balaye les sujets que vous avez abordés les uns les autres, et après, par la discussion, les questions, on reviendra de manière plus transversale avec tout ça. Ça va ? Personne s'est endormi, je suis trop contente. Ça va ? Aletheia, tu vas nous parler plus précisément du projet de Grigny. Et en même temps, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi tu as accepté de bosser avec une collectivité. Qu'est-ce que ça t'a apporté de bosser avec une collectivité, toi, dans ta trajectoire d'artiste, que tu as évoquée très rapidement tout à l'heure ? Ouais. Donc juste pour expliquer que moi j'ai à un moment donné fait ce voyage de parisienne vers la banlieue, et donc j'ai installé mon atelier à Grigny dans la Grande Borne, qui est une grande cité des années 70, voilà, magnifique, et que en fait, en y travaillant, et du coup parce que c'est un terrain de jeu génial, quand on fait du graffiti, c'est immense, il n'y a pas de flics, donc je pouvais peindre allègrement dans cette cité, et au fur et à mesure, en fait ça s'est un petit peu fait comme ça, par rencontre avec des associations, et j'ai commencé à faire des parcours d'art contemporain dans les loges de gardiens. On a commencé à monter en fait au fur et à mesure du temps et des rencontres, des projets. Et puis à un moment donné, en fait, bizarrement, moi j'ai eu envie et les gens aussi en fait ont eu envie qu'on fabrique des choses pérennes. Puisque moi jusqu'ici donc je fais tout mon art était éphémère, ça s'effaçait au cours du temps, et donc on a monté un projet avec les habitants, mais là c'est vraiment un truc participatif où je l'ai fait en échange avec les habitants de ces quartiers. Sur 3 ans, on a fait des ateliers en commun, et on a proposé en fait de faire des aires de jeu à la collectivité. Donc à Grand Paris, enfin à l'époque c'était pas Grand Paris Sud, mais bon bref, c'est Grand Paris Sud. Et donc la collectivité, parce qu'il y a eu aussi évidemment, en fait on s'est intégré dans tout ce qui a été en rue, c'est-à-dire la rénovation urbaine, dont la Grande Borne bénéficiait à ce moment-là. Et donc on a fait ce projet donc qui sont des aires de jeu, et aussi il y a un espace de workout, parce que donc à Grigny on est champion du monde de workout. C'est de la muscu en plein air, donc quand même la classe, et du coup ouais quand même et du coup en fait voilà, on a mené ce projet, et puis moi à un moment donné en fait c'était super, j'avais été quand même payée pour faire ces ateliers et j'avais réussi à mener tout ça, mais à la fin par contre j'étais pas payée pour mes œuvres en fait. Parce que on se retrouvait à un moment donné avec la collectivité qui dit ouais ok pas de problème, nous d'accord on paye
la fabrication. Donc ils ont payé, eux ils voulaient faire des aires de jeu, ils payent la réalisation. Donc voilà, donc tout ce qui va être fait donc En tartan, avec là. les entreprises qui vont vraiment faire les sols en sol souple. Mais on se retrouve comme ça avec moi qui suis quand même là en fait depuis 3 ans et puis qui produit des plans, des dessins et qui vient peindre donc parce que moi je prépeins tous les sols évidemment pour qu'ils puissent faire le truc et donc c'est là que j'ai pu interpeller interpeller non mais c'est tombé que le ministère de la Culture proposait pour la première fois en fait un appel à projet street art, donc c'est en 2016. Fleur Pellerin. Donc vraiment dirigé vers nos pratiques et donc voilà, moi j'y ai répondu en disant j'ai un projet et ce serait super si en plus j'étais rémunérée en tant qu'artiste pour le faire. Et donc c'est comme ça qu'on a pu boucler en fait ce budget et pouvoir vraiment que ce soit mis en œuvre. Alors dans ce projet-là, le fait de travailler avec une collectivité, tu dis au début il y a une demande des habitants, des échanges avec les habitants, et puis après il y a un projet intercommunal, si je comprends bien, ou communal. En tout cas, tu travailles avec les pouvoirs publics locaux. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a permis de faire et quelles contraintes ça a engendré? Ce que ça m'a permis de faire, c'est donc une œuvre pérenne. Ouais. Voilà, donc ça c'est quand même ce que principalement ça m'a permis de faire. Mais de toute façon, en règle générale, je pense quand on est artiste comme ça et que on vient en gros des pratiques vandales, c'est-à-dire libres en tout cas dans l'espace public, ce que nous apporte la légalisation de notre art, c'est du temps. De l'espace, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses beaucoup plus grandes. Moi, c'est pour ça que là j'ai mis plein de photos où on voit des choses qui sont des actions vandales, où je peins dans la rue de mon propre chef parce que voilà. Et ce que je vais faire de manière institutionnelle, il y a clairement une énorme différence de taille. C'est-à-dire que ce que je vais faire en vandale, c'est petit, tac, et c'est un petit. Là, je vais faire une porte, je vais laisser une trace, mais en effet, dès que j'accède à la légalisation, et là, moi, je peux en effet faire le parvis de Beaubourg qui est gigantesque. Mais ça, je peux pas le faire en vandale, impossible. Et la contrainte? Pardon? Et la contrainte? La contrainte, écoute, pour l'instant, pas trop de contraintes par rapport aux collectivités. J'ai peut-être eu de la chance aussi. Je pense que les lieux dans lesquels j'ai travaillé étaient quand même très heureux de ça. Ils étaient très bienveillants. Donc moi, je suis plutôt bien tombée. Je pense qu'après, c'est peut-être pas toujours le cas, mais non, moi ça a été plutôt quand même au contraire des trucs, par exemple aussi de pouvoir prévenir la préfecture que je peins. Ça c'est génial. Par exemple, j'ai pu emmener des enfants, moi j'ai peint avec plein d'enfants, je les ai fait balader, je les ai fait peindre partout. Et je veux dire, il n'y a que grâce à la collectivité qu'à un moment donné, le mec peut appeler le préfet en disant voilà, il y a Letéia qui se balade, qui va peindre avec des bombes pendant 2 semaines. Et c'est quand même génial, quoi. D'avoir cette autorisation à cet endroit-là. Pour ça, je trouve. Alors, tu évoquais dans ce projet le fait qu'il était d'abord financé par l'ANRU, donc en fait des politiques de rénovation urbaine. Ouais. Donc là, c'est de l'urbanisme, le volet un peu dur de la politique de la ville, essayer d'améliorer, de réduire les inégalités entre différents territoires par l'amélioration de l'urbanisme. Je le dis rapidement, mais c'est un peu ça. Donc, tu rentres dans les politiques urbaines et il manque un bout du budget pour rémunérer l'artiste. Et donc là, il faut faire appel au ministère de la Culture. Ça tombe bien, à ce moment-là, ils sont dispo. Et la chance. Voilà. Mais à la fois, c'est une illustration super. À la fois, tu as bossé avec d'autres collectivités. Est-ce que ça a fait pour toi une différence qu'une œuvre elle soit soutenue par la politique de la ville ou par la politique culturelle ? Non, en fait, moi, ça a fait aucune différence. Franchement, je veux dire,
c'est nous ce qu'on en fait et comment on le porte. Après, l'argent, quelque part, d'où il vient, non, ça reste important parce que, voilà, c'est quand même important de savoir comment est-ce que tu finances un truc. Mais en tout cas, j'ai pas reçu une aide plus intéressante parce elle venait du ministère de la Culture. Je veux dire, en réalité, voilà. Après, il y a peut-être, je dirais peut-être par rapport à une communication artistique qui est peut-être plus forte, oui, du ministère de la Culture, qui lui va récupérer quand même ça pour le mettre dans son catalogue, au moins qui va être édité ensuite dans Art dans la ville, etc. Donc ça, c'est vrai qu'on va dire que c'est plus moussant, quoi. Mais en réalité, dans les faits, dans l'accompagnement, même moi, en tant qu'artiste qui était quand même un peu toute seule, bon, c'est pas... Ça fait écho à ce que disait tout à l'heure et là aussi Loïc sur les différentes manières d'être accompagné par les pouvoirs locaux. Si tu es avec un acteur culturel, peut-être qu'il va un peu mieux parler de ton projet, ou va un peu mieux le valoriser qu'un autre, mais au fond, dans la réalisation pour toi, c'est... Ouais, ça, en tout cas, ça fait pas une vraie différence. Et les autres collectivités, parce que bon, en effet, la Grande Borne, où j'ai beaucoup fait des choses. Après, j'ai aussi invité des gens, j'ai fait un tas de trucs à la Grande Borne. Mais d'autres villes comme Corbeil ou Marseille qui ont pu m'inviter à venir peindre, bon, ou à faire une carte. Là, en l'occurrence, Corbeil, c'était une carte. C'est voilà, moi à chaque fois je suis dans le cadre de choses qui sont bienveillantes, qui sont cooptées, et c'est quand même voilà, quoi. Et sans refaire la discussion de ce matin, mais dans ton travail à toi, dans ta professionnalisation à toi, là, le travail avec les collectivités, c'est important? Ouais. Oui, parce que moi, alors... c'est des budgets importants même? C'est des budgets importants. Et surtout, moi, aujourd'hui, alors peut-être que je le ferai un jour, mais moi, je ne produis pas d'œuvres à vendre. Très sur le marché. C'est-à-dire, ouais, j'ai pas pour l'instant eu envie d'intégrer le marché de l'art. Et donc, du coup, ma pratique, elle est rémunérée uniquement par ces travaux avec les collectivités ou aussi des ateliers avec des enfants, etc. Et du coup, c'est vraiment une forme particulière, quoi. C'est une forme particulière, mais qui touche beaucoup de gens qui travaillent dans l'espace urbain et qui n'ont pas forcément développé de pratique de galerie, ou sur le marché de l'art et qui ont besoin, qui en tout cas se professionnalisent par leurs interventions dans l'espace public. Moi, je trouve génial qu'on fasse des toiles. J'ai absolument rien contre. Je pense que je vais y venir parce que là, par exemple, je vieillis aussi et je commence à avoir moins la gouache pour aller me mettre à genoux par terre pendant 2 semaines en banlieue. Mais bon, moi j'avais envie que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que pour moi cet art, c'est un art qui est en plein air, qui est dans l'occupation de l'espace public et qui pour l'instant, voilà, j'avais du mal à le mettre sur un petit carré et à l'accrocher. C'est compliqué. Alors, je te remercie. On va parler avec Benjamin du travail que peut opérer un office de tourisme. Alors, un office de tourisme, ça produit pas des œuvres. C'est pas a priori l'endroit où on produit des œuvres, mais ce qui m'intéresse dans le travail que tu mènes, qui peut être mené par d'autres offices de tourisme, on parlait tout à l'heure de Pleine Commune, il y a Roubaix qui est à l'intérieur de la métropole de Lille qui fait des choses comme ça. Je connais pas très bien tout le territoire, mais je sais que là il y a des offices de tourisme qui peuvent être utiles pour aider à la professionnalisation qui des artistes, qui des guides, qui des intermédiaires, et peut-être aussi à essayer de produire un discours pour faire connaître et légitimer l'art urbain. C'est dans ce sens-là que je voudrais en parler, et peut-être en commençant par ce bouquin, donc Street Art Lille, qui est sorti l'année dernière, je crois, que tu as coordonné avec d'autres gens. D'où il vient et comment tu as travaillé avec les gens qui ont coécrit ça avec toi? Et c'est vrai que ceux qui ont coécrit, ce sont des passionnés, notamment une membre du collectif Renard, Aline Méré. J'ai sélectionné effectivement des passionnés locaux dans des collectifs, 2 guides conférenciers qui en fait au quotidien sont comme Thomasine généralistes et ont une partie de leur pratique sur l'art urbain. Et une autre personne, un office de tourisme qui a coordonné l'écriture, parce que chacun présente les choses différemment, et Gallimard,
Donc il fallait rentrer dans le cadre de Gallimard, puisque le livre est toujours structuré de la même manière. Donc c'est une machine, mais on a pu dire ce qu'on voulait. Donc les guides conférenciers ont signé un contrat d'auteur avec Gallimard qui a dit voilà, nous on ne va pas contrôler ce que vous allez dire, livrez-nous, vous êtes passionné par le sujet. Donc ces guides conférenciers, ça leur a aussi permis d'être reconnus maintenant. C'est-à-dire que déjà, ils ont été très heureux de signer un contrat d'éditeur, d'être reconnus. En plus, ça tombait en plein Covid. Donc comme l'a dit Thomasine, c'est des gens qui ont énormément de mal à boucler les fins de mois. Donc c'est 500 € par parcours. Donc la plupart ont eu 2 parcours. Ça leur a fait 1 000 € à ce moment-là pour survivre. Donc, et ça leur a mis un pas supplémentaire parce qu'il a fallu faire l'effort pour la description de ce parcours. Alors bien sûr de présenter à Tourcoing, par exemple, il y a un parcours. Mais on a mis un portrait d'artiste. Il faut rencontrer l'artiste, mettre les bonnes adresses. Il fallait vraiment aller un peu plus loin que et puis aller à la rencontre d'un monde qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Les guides conférenciers, sauf peut-être Thomasine qui est passionné, ont parfois un peu peur d'aller rencontrer des graffeurs. Donc ça leur a permis, en tout cas, c'était l'objectif, il y avait plusieurs objectifs, c'était de les professionnaliser davantage et qu'ils soient reconnus dans la métropole où il y a énormément de visites guidées à faire et énormément de clients qui viennent et qui veulent découvrir le temps d'un séjour. Donc en 2 jours, qu'est-ce qu'on raconte? Et ça leur aussi permet de se professionnaliser par rapport aux graffeurs qui sont, de mon point de vue, moi j'aime toujours dans les visites guidées à ce qu'il y ait toujours des graffeurs qui ont la parole. Certains le prennent très mal que des guides conférenciers parlent de graffiti. Et on a trouvé la bonne formule, c'est qu'on a à la fois des collectifs qui parlent, Aïe Méré ou Julien Prouver qui organise la biennale. Nous avons des guides conférenciers qui se forment et c'est aussi mon travail, c'est de les alimenter dans toutes les productions. Donc moi je cours après les productions qui sont continues sur le territoire. On est même dans une production frénétique parce qu'on a une dizaine de temps forts. Je les ai comptés en arrivant, on a une dizaine de temps forts. Donc c'est sans arrêt, c'est chaque mois on a une dizaine de fresques qui sont produites, de tailles différentes, avec des partenariats de partout. Donc les guides conférenciers ne peuvent pas suivre le rythme de production à une échelle pareille. Parce que et comme chaque collectif travaille dans son coin, moi j'ai assemblé en fait le travail d'une dizaine d'organisateurs, d'intermédiaires, et pour leur dire voilà, tous les mois il y a ces 15 fresques qui sont produites, qui l'a produite, quel est le propos, elle est située où, et avant qu'elle soit produite, si vous voulez rencontrer le peintre, ouais. Ça c'est hyper intéressant, c'est ce que les gens adorent, rencontrer les graffeurs et papoter au pied du mur. Alors, c'est compliqué parce que certains collectifs ont peur de balancer le mur tout de suite. Donc, je les invite à aller sur place, trouver l'endroit où ils vont pouvoir rencontrer le peintre. Et grâce à ce travail, en fait, moi, je suis là pour alimenter les guides conférenciers et les aider dans un milieu qui n'est pas évident à comprendre pour travailler les outils de médiation pour qu'à la fin, la personne qui vient 2 jours à Lille, elle ait la bonne information devant le mur en choisissant soit un graffeur qui va plutôt rentrer dans l'esthétique et dans le geste. Les guides conférenciers qui sont souvent fabuleux à écouter, parce que c'est très théâtral, je trouve, et je dis souvent, d'un truc pas intéressant, ils arrivent à le transformer en quelque chose d'incroyable. Et les collectifs qui ont les anecdotes, et tout ça constitue les médiateurs qui rendent le sujet intéressant. Et alors, ce qu'on voit en filigrane de tout ce que tu nous racontes, c'est que tu assembles et tu produis des discours sur une pratique culturelle et sur le territoire aussi. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail de narration qui est en partie historique, tu l'as dit, on va essayer d'aller retracer ce qui se fait depuis longtemps, mais qui est aussi très contemporain, de produire un discours que peut-être les artistes ou les associations n'ont pas le temps ou l'opportunité de produire, qui est par ailleurs un discours sur l'ensemble d'une métropole. Et ça, c'est un point que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est le fait que l'art urbain, par le fait qu'il soit dans l'espace et qu'il du coup puisse toucher des communes frontalières, participe à ce processus de métropolisation qui est très qui est voulu par les élus, de travailler ensemble. Et donc en travaillant ensemble à la production d'un discours commun, l'Office du tourisme fait son boulot aussi. Oui, on a fait ce boulot parce qu'on a découvert, on a fait des trouvailles très intéressantes pendant cette enquête, et on a révélé à des maires qui ne vont jamais mettre les pieds à Seclin, par exemple. Moi, j'ai redécouvert Seclin, c'est une petite ville au sud, une petite ville résidentielle au sud de Lille. C'est une petite ville où on a construit un parcours qui est vraiment atypique, moi que j'adore avec la guide conférencière, c'est qu'on est parti. Guide conférencière n'avait jamais ouvert un bouquin sur les graffitis historiques. 1856, défini par des archéologues italiens, qui les premiers ont posé le mot graffiti.
milieu 19e, un graffiti, c'est une inscription. Et désormais, elle commence sa visite depuis la crypte de la collégiale Saint-Pierre. Et on va traverser le graffiti dans le temps. Donc on commence avec les graffitis. Et ça, en fait, c'est grâce aux échanges qu'on a pu mettre en place entre tous les guides conférenciers et tous les gens passionnés par le sujet pour redéfinir des manières différentes de présenter les choses avec un échange d'informations. Donc ça, on l'a fait et on a aussi redécouvert une peinture moi, je dis souvent, bon, il y a les néo-muralistes, il y a les muralistes, les Mexicains qui étaient là dans les années 80. Ils sont venus chez nous pour des tas de raisons politiques, pour des peintures politiques. Il en reste. Aujourd'hui, on en a une qui est fabuleuse à Seclin, 1984. Faite au pinceau, à l'échafaudage. Les techniques sont différentes, il n'y a pas de nacelle à l'époque. Donc cette visite, elle se poursuit par les muralistes, dans l'histoire, les vrais muralistes qui viennent d'Amérique du Sud, propos politiques, et ensuite on finit par le graffiti ou le street art contemporain, et on balaye les trois périodes. Et ça, on a pu le construire grâce aux échanges qu'on a pu faire, et en allant déterrer des peintures oubliées. C'est ça que je trouve qui est assez étrange, c'est que la succession des événements culturels, on s'intéresse au projet suivant et on oublie la production de l'année précédente. Donc en fait, on essaie de les garder et de les offrir aux guides conférenciers pour construire. Et parfois, quand on a des accueils presse, la presse vient voir John Wan, parce que John Wan a un atelier à Roubaix, donc tout le monde veut voir John Wan. On va piocher dans ces 500... Aujourd'hui, on a entre 500 et 1000 œuvres qu'on a cartographiées. On va piocher en fonction des thématiques. Si on parle des animaux, on sait où sont les animaux. Et on peut balayer en fonction des besoins des journalistes. Donc moi, parfois, je fais le tour en bus et on adapte en fonction des demandes, des visites presse, par exemple, ou des visiteurs. Je vais te poser encore deux autres questions. Là, on a parlé du rôle de l'Office de tourisme pour aider, à travers un projet éditorial, à la professionnalisation des guides conférenciers. L'idée aussi qu'un office de tourisme peut être producteur de discours historiques sur l'histoire de la ville et d'un mouvement culturel à une échelle métropolitaine dont finalement il n'y a encore pas grand monde qui s'empare. Donc ça aussi, production de discours particuliers, une écriture d'une histoire particulière. Et puis un office de tourisme, c'est aussi un outil, c'est une machine administrative et économique qui peut aider les assos. On parlait tout à l'heure de division du travail, quand tu es une asso et que tu dois faire plein de trucs et que toi-même tu es une asso qui propose des visites et qu'il faut les faire tarifer, tout ça, c'est un peu une galère des fois. Vous aidez les assos là-dedans? Oui, on a classiquement, alors à Roubaix c'est particulier parce que Roubaix est historiquement, on a tellement de friches. En quelques mots, pour qu'on puisse tous parler. Et en quelques mots, on a aussi appris à tarifer une visite. Moi, je me suis retrouvé face à un graffeur roubaix qui est assez connu dans la région, Corentin, et qui pour eux avait du mal à accepter l'idée que sa valeur c'était aussi de raconter et d'être payé pour raconter une peinture. Et j'ai dit écoute, non, les gens adorent écouter un graffeur. Donc je l'ai pris, en plus il est passionnant, il part dans son discours. Je l'ai mis au milieu d'une jam qu'il avait organisée, qu'on avait co-organisée avec les différents partenaires, et il est payé 10 € par visite. Et pour lui ça faisait pas partie de la gamme de l'activité d'un graffeur. Et le prix, en fait, ça a duré 3 mois et ils ont gagné plus d'argent en visite guidée que le prix de la peinture qu'a coûté la jam. Donc en fait, on arrive pour dire votre valeur, en fait, votre produit, il faut le tirer jusqu'au bout. Racontez votre aventure, les gens sont passionnés et veulent voir des artistes. Et deuxième exemple, la Condition publique est très connue à Roubaix, il y a eu des grandes expositions, faisait des visites guidées gratuites. Et avec Emma, qui est médiatrice culturelle, dont le poste est toujours un peu fragilisé. On a réussi à les convaincre que ça valait le coup juste simplement de payer 5 € la visite. Ces 5 €, et on a tellement de visiteurs tous les samedis qui font le tour du quartier, donc là on est vraiment dans le légal ou illégal, son poste a pu être maintenu grâce à la tarification des visites guidées. On a monétisé ces visites pour maintenir des emplois de médiateurs qui sont très fragiles. Les offices le font facilement parce que c'est leur métier de faire un peu du business. Il y a même des offices, j'avais entendu, qui font la billetterie presque pour les assos des fois aussi. Moi souvent ce que j'ai fait avec les collectifs qui détestent l'administratif, et je les comprends, c'est prendre de l'argent, gérer des réservations, des annulations, c'est vraiment pénible. Donc j'ai dit appuie-toi sur l'office de tourisme qui est tout le temps derrière son téléphone. Et l'office de tourisme de Tourcoing fait la réservation. Ouais. Et Corentin, qui fait les visites, n'a pas à se soucier de la réservation. Donc en fait, on les aide, on sous-traite ce travail avec les OT.
qui le font naturellement parce que c'est leur travail. Et ce qu'on voit ici, c'est un office de tourisme s'inscrire dans la division du travail, un peu de professionnalisation, soit en accompagnement des guides, en tarification, en billetterie, en production des discours. Et ce sont aussi des choses que vous faites, on va y revenir. Peut-être un dernier mot. Tu es dans un service culture et tourisme. C'est comment les interactions avec les acteurs de la direction des affaires culturelles ? Alors moi, j'ai la chance d'avoir le même élu qui est élu vice-président au tourisme et à la culture. Donc, alors quand on a lancé le travail, il n'avait que la casquette tourisme. Maintenant, il a les deux. Donc, il est à la fois financeur. Donc, on dépense tous les ans, j'en parlais avec Audrey tout à l'heure, autour de 20 millions d'euros de partenariat culturel avec les grands musées. Enfin, tout partenariat confondu, c'est un budget de 20 millions d'euros, dont tout ce qui va graviter autour des arts visuels urbains. Donc, bien souvent, je suis associé au démarrage du projet. Et parfois, je suis un peu pénible face au collectif. Au collectif de graffeurs, je leur dis, voilà, l'objectif, c'est que les gens viennent voir les peintures, il faut qu'on sache où elles sont. Et rien que ça, été un combat de dire, c'est pas tout de dire, on va faire une peinture, il faut savoir où elle va. Parce que la personne va venir, il ne faut pas se planter. Comme le territoire est tellement immense, donc en fait, je les enquiquine, je veux l'emplacement des murs, ils me les donnent parce qu'on les subventionne, et en même temps, je leur mâche le travail, ils n'ont pas besoin de le faire, et quand les peintures sont réalisées, je les prends en photo, je les mets sur la carte, le travail est fait. Donc ça, c'est hyper important d'être associé au début du projet. Alors après, l'inconvénient, c'est que parfois maintenant, les peintres suivent le parcours. C'est-à-dire que pour être connus, ils vont suivre le parcours qu'on a fait et on bascule dans une version un peu trop économique. Mais c'est vachement agréable quand on est associé au commencement du projet. Et je te remercie de nous révéler là, le travail d'un office de tourisme et les rouages, parce que souvent on dit tourisme, attractivité, puis en fait derrière on voit pas très bien ce que ça représente. Et donc là, tu présentes le travail concret, quotidien de ce qu'on fait dans un office de tourisme en interaction avec les artistes, avec les associations, avec les élus. Et donc on voit que tout ça, c'est des gens qui se connaissent, qui se côtoient à l'échelle d'un territoire et qui se divisent du travail et après de manière différente selon les villes. Et du coup, on va passer de Lille à Besançon. David, tu as créé Bien Urbain en 2011. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était un festival. Et quand tu t'es présenté, tu as dit « ouais, mais c'est pas que un festival ». Et c'est justement tout ça qui m'intéresse. Mais avant... Pardon, je reprends, c'est la fin, hein. Excusez-moi si je bafouille. Quand tu le crées, il s'agit de valoriser un mouvement international qui s'appelle le street art. Et comme plusieurs personnes, quand on a préparé ces tables rondes en s'appelant au téléphone, tu m'as dit, ouais, j'adorais le street art, enfin le street art tel qu'on l'a, enfin le street art des années 2000. Comme pour dire, c'est pas la même chose que le street art d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce que c'est ce mouvement international des années 2000 que tu appelles street art à ce moment-là, qui t'intéresse et au nom duquel tu as envie de créer un festival ? Il faut aller vite en plus, c'est ça ? Non, vous avez... c'est bon, vas-y. Donc, oui, déjà, nous, on n'utilise jamais le mot street art ni art urbain, donc c'est un peu étrange d'ailleurs, mais et en fait, ce qui nous intéressait à l'époque, c'était des artistes qui venaient en grande majorité du graffiti, mais qui ne faisaient plus du graffiti et qui faisaient des formes d'art très diverses dans l'espace public, sans autorisation, et qui, paradoxalement, étaient tellement singulière et tellement personnelle qu'elle parlait au plus grand nombre. Là où le graffiti, au final, reste, comme ça a été dit ce matin, très dans l'entre-soi. Et donc c'est un milieu artistique qui s'est créé aussi beaucoup par Internet, par du voyage, et donc des gens qui se sont influencés, mais plus parce qu'ils avaient leur propre particularité, et en fait c'était tellement différent que ça stimulait tout le monde en disant ah ouais, il y en a un qui a, si on prend les plus connus, il y a Space Invader qui utilise les mosaïques. Ah ouais, donc on peut vraiment encore utiliser une nouvelle technique. Et donc peut-être qu'un autre artiste, un autre coin de l'Europe, s'est dit tiens, moi je vais essayer de creuser un autre artisanat ou des choses comme ça. Et en fait, il y avait une émulation comme ça et qui dépassait largement de la peinture. Ce qui était super intéressant, moi, ce qui me stimulait le plus, c'est que c'était très contextuel. C'est-à-dire que c'était vraiment à chaque fois très fin dans c'est placé à tel endroit et pas un autre, et c'est pas pour rien. Et ça se voit même sur une photo, ça se voit, on capte que ça a été réfléchi, parce que très souvent ces artistes travaillaient dans leur ville.
Ou alors, ils allaient chez des potes pendant longtemps, ils restaient. Et donc, il y avait cette dimension contextuelle qui était importante. Et voilà, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment ces artistes, qui bossaient plutôt dans des grandes villes, souvent, venaient dans une petite ville. Et puis, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire chez nous, quoi. Parce que, voilà, moi, c'était beaucoup ça qui... Et justement, en créant un festival pour les invités, tu leur fais changer de cadre, à la fois changer de ville, venir dans une ville qu'ils ne connaissent pas, mais aussi, quand on t'entend décrire toutes ces pratiques, on comprend qu'elles sont spontanées, pour reprendre le mot qui a été utilisé ce matin, inopinées, vandales, illégales, pour les faire entrer dans un cadre festivalier qui est un peu différent. Et du coup, c'est quoi ton travail à cet endroit-là, de faire venir les artistes dans un festival ? À ce moment-là, en 2011, en fait, le marché, certaines galeries avaient commencé à s'intéresser à tout ça, et les pratiques de ces personnes qui commençaient à être considérées comme des artistes rentraient dans différents cadres. Et pour moi, le cadre le plus intéressant, c'était le cadre spontané, illégal, et en même temps, on sentait bien qu'il y avait une envie des artistes, mais aussi des passionnés comme moi, qu'il y ait d'autres cadres. Et je trouvais que le cadre privé était vraiment un dévoiement complet, et que c'était vraiment... en fait, on changeait complètement la donne à tous les endroits, de rentrer dans le marché. La galerie. La galerie, le White Cube, les ventes aux enchères, tout ça, pour moi, ça m'a jamais parlé. Et je me disais, mais on est en France, on a la chance d'avoir des financements publics qui sont censés être dédiés aux artistes pour leur art et pas pour autre chose. Et donc, je me disais que c'était intéressant d'aller dans ce sens-là, de dire c'est dans l'espace public, c'est public, et c'est une autre forme d'art public. Après, j'étais très conscient que c'était un cadre différent, qu'on était dans autre chose. Et on a essayé de composer avec ça, et c'était pas évident. Mais là, il y a quelques images des premières années, peut-être les images d'avant. Voilà, donc là c'est avec Ox en 2011, et puis celle d'après c'est Nelio aussi en 2011, qui a fait un bas-relief en bois, on va dire. Et ça, c'est deux interventions qui étaient pas autorisées, c'est-à-dire on avait demandé de l'argent pour inviter des artistes, on avait des autorisations pour certains lieux, mais en même temps je savais très bien que par exemple pour Ox, inviter Ox, quand je voyais son travail qui me stimulait, je savais bien que je ne trouverais jamais l'autorisation de coller sur des panneaux. Et donc on s'est dit que c'était intéressant de le faire comme il le faisait, mais juste la différence c'est qu'il est invité et qu'il est payé. C'était un peu ça cette idée là, et voilà, c'était l'idée de base. Cette idée-là, comment elle trouve un écho auprès des acteurs publics, puisque c'est de ça dont il est question dans la ville de Besançon au départ, qui te permet de soutenir, puisque au début c'est une idée, et puis maintenant il y a 6 salariés et plein de choses autour du festival. Comment vous réussissez petit à petit à convaincre des gens et à attirer quel type de subvention ou de financement à ce moment-là ? L'histoire est assez révélatrice. C'est que la première personne que je suis allé voir, au départ, l'idée c'était de faire des résidences d'artistes, et très vite on s'est dit les résidences ça intéresse personne, il faut faire un festival. Donc on s'est dit on va faire un festival de résidences dans l'idée que les artistes restent longtemps sur place et le temps de s'imprégner des choses. Donc le premier acteur que je vais voir, c'est l'adjoint à la culture de la ville de Besançon à l'époque, qui me reçoit. J'étais presque étonné parce que il était assez particulier, mais bon, à la fin de l'entretien, il me dit c'est intéressant, mais il me dit pas c'est intéressant, il me dit ça ne rentre pas dans notre cadre. Donc je sors sans cadre culturel, alors que moi je travaillais déjà dans la culture avant, je travaillais dans la musique. J'avais décidé d'arrêter de travailler dans la musique. Et donc le deuxième interlocuteur que je vais voir qui me paraissait légitime, c'est le conseil de quartier dans lequel j'habitais. On habitait en fait tous les membres de l'association du début, on était dans ce quartier populaire de centre-ville. Et eux par contre, ils ont eu une réponse qui m'a vraiment étonné. Ils étaient vraiment enthousiastes et tout de suite hors des clichés de l'idée de se dire ah oui, on va faire des belles fresques pour changer l'image du quartier. Il y avait quand même chez eux une envie d'avoir quelque chose qui puisse agir sur le quartier, mais
je pense que c'est aussi le travail des artistes que je leur ai présenté qui captaient que ça amenait, voilà, pas que de la décoration, pas que ça allait pas couvrir les graffitis, mais que ça proposait une autre alternative, une autre vue sensible, comme ça a été dit ce matin, sur les espaces. Et eux, ils avaient des budgets. Et eux, ils avaient 1 500 €. Et en fait, ils ont proposé de mettre 1 500 €. L'adjoint de quartier, qui était aussi à l'adjoint à la communication, s'est dit « Ouh là là, il y a un conseil de quartier qui s'intéresse à un projet qui vient des acteurs locaux. » Ouais. Ça arrive jamais. Donc, moi aussi, je vais mettre un peu d'argent. Et là, le directeur du service culturel, donc pas l'élu, mais le directeur à l'époque. L'administratif, le directeur de l'administration. Voilà, ouais. qui est... que je trouvais super d'ailleurs, et qui a dit ok, alors là, fais gaffe, ton projet il va se transformer en un truc quartier communication. Moi, je vais faire en sorte que la culture aide aussi. Et donc lui, il a fait en sorte que la culture mette un peu plus que les autres, une sorte de négociation par le montant. Et donc c'est devenu un projet culturel parce que les autres ont mis un peu d'argent. Voilà. Puis après, je suis allé chercher, mais comme je te disais l'autre fois, je suis allé chercher Défi Jeunes, Talents des cités, tous les dispositifs publics possibles pour commencer à bricoler un truc. Donc dans la politique jeunesse, politique de la ville, pour au-delà d'un événement. Ouais, après, c'était vraiment des mini. Trouver des non, choses, ouais. sur l'événement. Sur des événements. Sur le festival, la première année. Et puis c'était une sorte de test, et en fait, ça a tellement bien fonctionné que beaucoup d'habitants en fait ont montré que ça les intéressait, et les élus l'année d'après avaient compris en fait ce qu'on voulait faire. Mais je pense qu'on savait pas vraiment ce qu'on voulait faire non plus. Donc, Aujourd'hui, vous êtes, j'ai dit, une équipe de 6, permanents et permanentes. Ouais, 5 en fait. 5, ok. Et vous travaillez, vous faites un festival, mais pas seulement. Vous faites des résidences, vous faites... tu vas mieux en parler que moi. La variété de ces actions, comment elle est financée, quels sont les ordres de grandeur, les grosses contributions qui vous permettent de vivre, quelle est la place finalement de l'action culturelle là-dedans ? En fait, c'est délicat parce qu'on construit tous les projets de la même manière, que ce soit pour le festival ou les autres projets. C'est qu'il y a toujours une création artistique qui est centrale dans le projet. Et même, que ce soit pour le festival où on est plutôt financé sur le côté artistique, ou pour les projets d'éducation artistique et culturelle, nous, c'est très important qu'il y ait des allers-retours avec la ville, avec le territoire, avec les habitants. Donc en fait, on fait tout pour déconstruire cette logique-là des appels à projets qui sont éducation artistique et culturelle, et on fait que de l'éducation artistique et culturelle. Et on essaye vraiment de déconstruire ça pour aussi pas être dans une histoire de classification et d'avoir avec les artistes internationaux, on fait le festival, et ils sont payés, ils rencontrent surtout pas d'enfants, et avec les artistes locaux, par contre, on va dans les classes et puis on produit du socio-culturel, et vraiment on essaye de détruire tout ça. Et du coup, même moi, je pourrais pas te dire en fait où est-ce qu'on a des financements, pourquoi, parce qu'on va chercher des financements un peu partout dans ces direction-là, mais pas avec cette logique-là. Alors pour parler d'une logique, là pour le coup que tu me pilotes, c'est celle du passage d'un festival à quelque chose de beaucoup plus diversifié, qui est aussi la vie de l'institution, et qui a un bouquin qui a sorti il n'y a pas très longtemps, qui a été écrit par des collègues chercheurs, Emmanuel Négrier et Philippe Tellier, et Aurélien Jacquan, sur les festivals, la festivalisation des politiques culturelles, et le fait qu'il y a beaucoup d'actions culturelles, notamment dans les villes, qui soient financées par le biais de l'événementiel et du festival. Il y a une explosion du nombre de festivals, et dans toutes les esthétiques, hein, pas que dans les arts visuels, et c'est vraiment une manière de faire de la politique culturelle. Toi, tu as fait 10 ans de festival, et puis maintenant, est-ce que c'est... est-ce que cet objet festival, il se suffit ? Qu'est-ce qui permet de créer d'autres comme manière de produire de l'art dans l'espace public, et qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment ? Face à la festivalisation de la culture, et on est en plein dedans, mais là, on a décidé de ne plus faire le festival chaque année, par exemple, de se dire de passer en biennale pour laisser le temps à d'autres formats aussi d'exister. Donc là, cette année, on n'a pas de festival à Besançon, et le Covid nous a presque aidé là-dedans. Ça veut dire que ça fait la deuxième fois qu'on saute une année.
Maintenant, le festival, c'est aussi comme bon, le fait que ça soit en juin, ça aide aussi, mais ça va devenir aussi de plus en plus un aboutissement de quelque chose, enfin de plein de projets qui sont faits dans l'année. Et il y a des artistes qui viendront que pour le festival, mais il y a d'autres artistes qui auront travaillé toute l'année sur différents projets. Et c'est aussi une façon de visibiliser et de valoriser aussi certains projets, parce que il y a des projets d'éducation artistique et culturelle qui, pour moi, sont magnifiques et qui méritent d'être valorisés, pas que pour la classe pour laquelle on a travaillé. Donc, il y a le dernier festival qu'on a organisé en 2021, pour moi, un des plus beaux projets, c'était un projet qui était financé uniquement par le contrat de ville et dont les objectifs étaient sociaux à 100%. Et pour moi, artistiquement, c'était une des plus belles choses qu'on ait faites l'année dernière. Et ça, je suis très content de ça. Et pour le coup, c'était pas vraiment de l'art urbain. Enfin, c'était de l'art dans l'espace public, mais on n'était pas du tout sur de la peinture ou voilà. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, et ce que tu dis aussi à l'ETEIA, c'est cette idée que y a des sous qui viennent d'un peu différents endroits, et pour autant on fait notre projet culturel et on le fait évoluer dans différents formats avec différents artistes, et c'est aussi ça qui est intéressant, qui me semble intéressant à souligner là, de la même manière qu'un office du tourisme peut contribuer d'une manière un peu détournée à cette professionnalisation des acteurs culturels, et voir que c'est Vincent Dubois qui est un maître de la science politique en France, qui a écrit sur la politique culturelle, son histoire, et qui l'a beaucoup caractérisé par son flou. Mais en fait, le flou, il n'est pas que du côté de la politique culturelle, il est aussi du côté de... Le flou, c'est pas forcément un problème, c'est un truc dont on peut s'emparer pour négocier, pour jouer avec, et pour défendre son propre projet sur son territoire avec les moyens du bord, et le faire évoluer dans cet environnement, en fait, être une association contextuelle d'une certaine manière à l'intérieur du paysage flou des politiques publiques. Et ce paysage, toi, Cécile, avec la Fédération de l'art urbain, tu œuvres à le clarifier, à l'expliciter. Peut-être pour commencer, c'est quoi les objectifs de la Fédération de l'art urbain ? Alors, pour rappeler, peut-être, c'est vraiment un travail collectif. La fédération, on est très nombreux. Moi, je suis la salariée de la structure, mais on a donc des membres adhérents. Et par exemple, David de Mougeot fait partie des membres fondateurs de la fédération, Christian Modéo également. Donc, c'est vraiment un travail que l'on mène en structuration, parce qu'on est une structure encore très jeune. On est vraiment active que depuis 2019, et elle œuvre pour le soutien et la promotion de l'art urbain en France. Donc on a choisi de s'occuper déjà du territoire national, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire et à dire. Donc voilà, vous avez le site internet à l'écran. Comme vous pouvez le constater, on est sur une grande neutralité esthétique. Ça, c'est aussi un grand sujet au sein de la fédération, mais c'est aussi l'objectif de pouvoir inclure toutes les pratiques dans l'espace public, que ça soit de la peinture murale, mais aussi d'autres formes d'expression, des installations, des sculptures, des déambulations, comme en parlait Tono ce matin. Donc la fédération, elle est là pour regrouper des adhérents qui sont essentiellement des artistes, des associations, mais aussi des acteurs publics et privés, et ça on pourra peut-être en reparler. Et ses principales missions, c'est à la fois l'accompagnement professionnel des acteurs, qu'ils soient artistes ou porteurs de projets, donc dans l'apport de connaissances et de ressources juridiques, administratives, mais aussi d'explications sur ce qu'est l'art urbain, justement sur cette diversité de nuances des pratiques. On œuvre aussi pour mettre en réseau les acteurs, et donc par exemple là Sophie déroule un peu les exemples de rencontres collectives qu'on a pu organiser, et le fait d'être aussi présent aujourd'hui nous tient à cœur, parce que ça permet à la fois aux acteurs de se rencontrer entre eux et aussi de faire découvrir ces pratiques et l'art urbain. Et enfin, on a un important projet que l'on est en train de mettre en place qui s'appelle Arcane, qui est le Centre national des archives de l'art urbain, avec Nicolas Xelet et Laurent Sanchez notamment, et Jean Faucher qui préside la fédération, et qui a pour objectif de numériser des archives de l'art urbain, donc vraiment des objets physiques, des photographies, des dessins, qui sont finalement les témoignages de cet art essentiellement éphémère, même si c'est aussi une notion qui est questionnable. Mais voilà, ces archives, elles sont importantes, elles sont fragiles, et l'idée, c'est de les numériser pour les mettre en ligne sur une base de données qui n'est pas encore actuellement officialisée, pour permettre de mieux comprendre ces pratiques, avec des témoignages d'artistes, avec des exemples, des cartes, des timelines qui permettent de comparer aussi les œuvres. Et ça, c'est un des objectifs de la fédération, de œuvrer à la reconnaissance artistique de l'art urbain.
Et là-dessus, vous êtes finalement, on est dans un schéma assez classique d'institutionnalisation d'un milieu culturel, puisque tu me l'as déjà dit, tu me dis si je dis des bêtises, mais tu t'inspires aussi de ce qui a été fait par d'autres fédérations, que ce soit la Fédération des arts dans la rue, la Fédération des musiques actuelles, en fait d'autres pratiques culturelles qui à un moment donné étaient faiblement légitimes, considérées comme populaires, en dehors des grandes salles et des grandes institutions culturelles, et qui, parce qu'elles se sont fédérées et qu'elles ont travaillé ensemble, ont pu porter auprès des collectivités ou du ministère de la Culture l'idée d'une politique culturelle qui leur soit adressée, c'est-à-dire une politique dans laquelle on soutient la professionnalisation des gens, on essaye de légitimer ce qu'ils font, et puis on essaye d'archiver tout ça et d'écrire, de produire du discours dessus pour que ça reste et qu'il y ait une sorte d'histoire de l'art qui vienne légitimer tout ça. Alors ça, c'est le travail d'une fédération. Et puis, tu as plusieurs interactions. Et moi, je voudrais parler des deux types d'interactions que tu as. D'une part, tu as les mairies qui t'appellent pour savoir comment on fait. Et puis, d'autre part, tu as le ministère à qui tu aimerais dire que ça serait bien que l'art urbain soit mieux reconnu. Alors, on va commencer par les mairies. Pourquoi ils t'appellent, les gens des mairies ? Pardon pour le relâchement de mon vocabulaire. Quels sont les sujets sur lesquels les acteurs locaux te sollicitent ? Ah oui, c'est vrai que c'est essentiellement les communes et les intercommunalités qui nous contactent et qui tapent art urbain, street art sur Internet et qui tombent sur la fédération et qui se disent « Oh génial, peut-être que finalement j'aurai quelqu'un au bout du fil ». Et donc les collectivités, c'est surtout les chargés des arts visuels ou les directions du patrimoine qui nous contactent, essentiellement les opérateurs, en fait, les fonctionnaires ou les contractuels qui travaillent dans les services et qui généralement nous contactent sous deux angles différents. À la fois, donc, qu'est-ce que c'est que l'art urbain ? J'ai besoin de comprendre, on observe beaucoup de choses dans notre ville, on nous questionne, mais bon, moi je suis un petit peu perdue, je méconnais cet art. Est-ce que vous pouvez m'expliquer vraiment de quoi il en est ? Sachant surtout quand ils vont sur le site, ils trouvent très très peu d'images, donc ils sont très frustrés. Donc ils ont besoin de noms, ils ont besoin d'exemples, ils ont besoin de savoir ce qui se passe dans leur territoire. Donc nous, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment un peu une image de la France avec les acteurs, donc on les renvoie aussi vers les interlocuteurs locaux. Qui pourront leur expliquer l'histoire du graffiti local et des interventions urbaines dans le coin. Territoriaux. Et ils nous contactent aussi beaucoup pour porter des projets. Donc là, par exemple, un cas d'un peu d'école, un chargé des arts visuels qui a un élu à la culture qui veut faire un parcours street art, on en parlait tout à l'heure, et tout d'un coup, par où on commence, comment on travaille, quelles sont un peu les bonnes pratiques dans cet art urbain. Et donc nous, fédération, on n'est pas forcément là pour parler d'esthétique, on est vraiment là pour expliquer si on veut professionnaliser cet art, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'il faut nuancer. Il y a des artistes qui n'ont pas forcément cette volonté-là. Par quoi on commence ? Quelles sont les bonnes questions à se poser quand on veut monter un projet ? Et donc typiquement, généralement, on leur demande s'ils connaissent un petit peu les acteurs locaux, parce que ça c'est vraiment essentiel. Est-ce qu'il y a une question de pérenniser, de durabilité de cette œuvre dans l'espace public, parce que c'est pas anodin de porter un projet dans l'espace public. Est-ce qu'ils souhaitent archiver aussi ce travail ? Est-ce qu'ils souhaitent rémunérer les artistes ? Et là-dessus, on s'appuie beaucoup sur les travaux que font les autres fédérations des arts visuels, notamment le CIPAC et la FRAP, qui œuvrent vraiment sur un plan politique pour, en tout cas, beaucoup moins précariser, si c'est possible, les artistes-auteurs notamment. Donc ça, c'est vraiment les questions un petit peu que les collectivités nous posent, et aussi la volonté d'organiser des rencontres collectives. Ça, c'est des choses auxquelles on répond en étant soit dans un comité de pilotage, c'était le cas par exemple à Angers l'année dernière pour penser l'art dans la ville, ou pour organiser des tables rondes ou des groupes de travail avec leurs acteurs locaux. Alors, parmi les réponses que peut apporter la fédération figurent de nombreuses mises en réseau vers des institutions déjà existantes. Parce que quand on parle de politique culturelle, on peut se dire qu'il y a des choses qui sont ciblées, des actions qui sont ciblées vers une esthétique, mais il y a aussi des choses qui sont faites de manière plus générale, un peu pour tous les acteurs culturels, et dont on peut s'emparer. On a évoqué à plusieurs reprises la DHGP, qui est une instance qui permet de verser des droits d'auteur, c'est la SACEM des artistes, quoi, c'est ça, on peut lire comme ça. Il y a aussi des appels à projets pour l'art dans l'espace public qui sont pour tout le monde, mais auxquels les artistes urbains ne répondent pas forcément. En fait, il y a des choses générales qui existent. Et toi, ton boulot, c'est aussi de mettre en réseau des acteurs très spécialisés du monde de l'art urbain vers des ressources plus généralistes qu'ils ne connaissent pas forcément et qui constituent pour autant la politique culturelle sur le territoire. Tu aurais des exemples à me donner de ça, par exemple ?
Oui, cette proposition de ressources, en fait, elle a émané de l'étude nationale sur l'art urbain, où on s'est rendu compte qu'il y avait une grande méconnaissance des artistes et des acteurs locaux pour cet outillage en fait existant des arts visuels, et notamment donc la gestion des droits d'auteur, mais aussi tout simplement la maison des artistes, les droits juridiques qui en découlent. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire quand on veut vivre de son travail, ou du moins en partie. Donc l'idée avec la fédération et avec la DGCA aussi, le ministère de la Culture, la direction générale de la création artistique, qui est l'un des principaux pôles du ministère de la Culture. Vous avez le patrimoine, vous avez les archives, vous avez la DGCA. L'idée, c'était de ne pas refaire l'existant, mais plutôt de le valoriser et d'expliquer que n'importe quel porteur de projet peut s'en saisir, et l'artiste urbain également. Donc l'idée, ça a été de créer ce site internet avec un ensemble de ressources qui sont vraiment accessibles, et aussi de créer par exemple des webinaires, des sessions d'information qui là sont plus destinées aux artistes urbains. Et à titre d'exemple, par exemple, on avait fait une session d'information avec des avocats, à la fois sur la responsabilité pénale, parce que ça c'est un vrai sujet quand on crée de manière illégale dans l'espace public, et aussi sur les droits d'auteur, d'expliquer en fait aux artistes urbains que créer une œuvre dans l'espace public peut générer aussi des droits d'auteur. Comment gérer la double identité d'auteur d'œuvres et d'auteur de crimes. Et là-dedans, et j'en finis, qu'est-ce que... Oui, pardon. Déjà, je voulais m'excuser. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait pas de politique culturelle, mais en fait, il y en a une. Elle existe. Seulement, il y a peut-être des fois des connexions qui ne sont pas faites entre des acteurs d'un mouvement éloigné de l'action publique, ou qui entrent dans l'action publique par les marges, par les bandes, par des espaces politiques qui ne sont pas culturels, et qui, à un moment, est un peu perdu aussi dans cet environnement des politiques publiques et n'arrive pas encore à accéder à l'info pour faire comme les autres artistes qui sont passés par des écoles ou qui sont dans un milieu un peu plus institutionnalisé, où depuis le début, ils savent comment on fait pour aller choper un appel à projet du ministère, des choses comme ça. Donc, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on attend quand même d'un ministère, et notamment de ces directions régionales déconcentrées, si ça existe déjà, qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus ? C'est une très très grande question. Peut-être pour à l'échelle donc nationale, à la DGCA, nous ce que l'on souhaite vraiment, c'est qu'il y ait une prise en considération de cet art urbain comme art. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été évident. Heureusement, on a été beaucoup aidé lorsque Dominique Harris, qui était chef de l'art dans l'espace public au ministère, était présente. Néanmoins, elle est partie à la retraite et son poste n'a pas été renouvelé. Donc ça, pour nous, c'était quand même très questionnable en termes d'accompagnement professionnel. Qu'il y ait des spécialistes, connaisseurs, connaisseuses de ce mouvement au sein du ministère, dans l'administration. Oui, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui manque encore cruellement. Et parallèlement, donc les DRAC, les services déconcentrés du ministère de la Culture, sont pas toujours ouvert aux questions liées à l'art urbain, aux porteurs de projets, aux associations. Et donc nous, on œuvre pour tenter, on va dire, de trouver un équilibre entre les territoires en termes d'équité territoriale. Et pour ce faire, par exemple, on a organisé une réunion en plénière avec toutes les DRAC, avec les conseillers aux arts plastiques de la DRAC, et David était présent à cette réunion, pour leur expliquer un peu le b.a.-ba. On revient souvent au b.a.-ba pour expliquer ce qu'est l'art urbain, quels sont les besoins, et aussi comment finalement trouver un petit peu des terrains d'entente. Je ne sais pas si tu veux compléter. David, ouais, je veux bien compléter là-dessus. Je pense qu'un des rôles de la fédération vis-à-vis des politiques culturelles, c'est aussi de déconstruire des clichés dont tu as parlé tout à l'heure sur la question de le graffiti c'est sale, etc. Même si là, au final, on parle assez peu de graffiti avec eux. On parle d'art urbain, et donc derrière, on parle beaucoup de fresques quand même, mais c'est de déconstruire des clichés, de dire que dans tout ce qu'il y a, et il y a énormément de peintures qui arrivent, mais tu en parlais très bien, tous les jours, et on n'en arrive pas à suivre. Dans tout ce qu'il y a, et dans cette masse-là, il y a 90% de choses qui n'intéressent pas du tout le milieu artistique, et pour des raisons qui, je pense, sont entendables. Il y a des artistes qui sont intéressants pour les critères des politiques culturelles. Après, ça ne veut pas dire que les critères ne doivent pas évoluer, mais en tout cas, dans les critères actuels, il y a des artistes d'art urbain qui correspondent très bien à ça, sauf qu'ils sont tellement marqués comme représentants d'une esthétique pop, décorative, vide de sens, que c'est dur quand tu viens avec l'étiquette art urbain dans une institution. Et donc notre rôle, c'est un peu ça, en tout cas vis-à-vis des DRAC. L'autre jour, c'était quand même, il y avait quand même pas mal ça, c'est-à-dire il y avait des conseillers arts plastiques de DRAC qui nous rentraient dedans
très, très fort en disant que voilà, c'était pas à nous de leur apprendre ce que c'était que des artistes, etc. Mais c'était juste dire, ouais, non, mais il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il y a des artistes qui travaillent dans les institutions, il y a des artistes qui travaillent dehors, et en fait, c'est des artistes. Donc il y en a des bons et des mauvais, enfin, selon vos critères. Mais dans tous les domaines, il y a la possibilité de trouver... Et il y a aussi, pour revenir, des projets, peut-être pas des artistes, mais des projets dans l'espace public qui sont marqués du sceau de la politique de la ville ou de la rénovation ou de quelque chose qui vient aussi peut-être faire écran parfois à la lecture de l'art qui est faite par les acteurs culturels. Aléthea, tu voulais rajouter un truc ? Je voulais juste, je rebondissais sur ces discussions qu'on peut avoir tous avec la DRAC ou le ministère de la Culture, où en effet, moi, à l'époque où donc du coup je les ai beaucoup rencontrés pour faire ces projets-là, il y avait vraiment une espèce de peur aussi que le graffiti, donc l'art urbain capte tout l'argent à la place de l'art contemporain. C'était un des choses qui était quand même assez récurrent dans leur... c'était moi des discussions que j'avais avec l'assistante de Dominique, là, Isabelle... je me souviens plus, bon bref, des gens du ministère, et qui nous disaient, voilà, nous on a beaucoup d'échos des artistes contemporains qui vont dire, ah bah voilà, par exemple, parce que par exemple à Nanterre, il y a un grand kiosque qui s'appelle La Passerelle, je crois, qui est investi par de l'art contemporain classique, on va dire. Légitime. Qui est légitime et qui a été classée en tant que telle. Et donc, par exemple, c'est la personne qui en fait le commissariat va clairement dire, moi, je ne prends personne de l'art urbain parce que déjà, en ce moment, toutes les subventions vont dans l'art urbain et il n'y a plus rien pour les artistes contemporains. Et moi, c'était des propos qui me, qui d'abord me faisaient un peu marrer et qui sont où là tu te dis, ah ouais, en fait pour eux c'est complètement séparé, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient de l'art urbain alors que j'avais plutôt un peu cette idée française, hein, que justement on avait plein d'artistes. Les artistes éphémères, tu vois, Buren, ou de ces époques-là qui sont aussi pour moi dans toute cette histoire qu'on vit d'art urbain. Et voilà, et en fait, c'était pas le cas pour le ministère. Et ce que tu dis là pointe à un phénomène de mise en concurrence des acteurs entre eux qui n'est pas propre ni aux arts plastiques, ni à l'art, ni aux politiques sociales. En fait, c'est une manière de fonctionner de l'action publique aujourd'hui que de distribuer l'argent en faisant en sorte que les gens répondent à des appels à projets. C'est quelque chose qui paraît évident pour n'importe qui travaille dans l'action publique aujourd'hui, mais qui n'était pas si évident que ça il y a 20 ou 30 ans, et qui est une manière particulière, située dans le temps et dans les représentations du bien commun, qui est une manière située de considérer l'argent public et son utilisation. Et du coup, cette mise en concurrence, elle est aussi rude. Quand on veut soi-même s'institutionnaliser, on apparaît comme un concurrent supplémentaire, mais de la même manière que les acteurs des politiques sociales sont mis en concurrence pour aller choper des trucs, pour aider les gens qui sont dans la rue, choper des subventions. Cette mise en concurrence, elle est aussi terrible dans la manière dont après on interagit avec ses pairs, avec ses collègues, avec des gens. Voilà. Je voudrais garder quelques petites minutes pour discuter avec la salle et juste conclure sur ce que vous avez dit en vous remerciant de la variété des expériences dont vous avez su nous faire part vraiment de manière hyper synthétique. Vraiment, bravo, merci. J'avais un peu peur et on y est arrivé, donc c'était super bien. Enfin, moi, j'ai trouvé, je sais pas. Et puis, surtout, on arrive à la fin à cette idée que pour éclairer ou pour partager l'expérience avec les conseillers DRAC et le fait de se dire, si on doit s'adresser à eux, de quoi on a besoin, et ben en fait, on a besoin qu'ils regardent à nouveau la journée de samedi dernier, parce que semaine dernière, Cécile, elle a parlé d'histoire de l'art, elle a contribué avec plein d'intervenants et d'intervenantes à parler justement de l'histoire de ce mouvement, de ce à quoi il correspond à ces différents courants, ces différentes techniques, ces différentes pratiques. Et du coup, merci Susanna aussi de nous avoir permis d'avoir 2 journées qui se répondent, parce que c'est comme ça qu'on l'a pensé. Et c'est cool que ça finisse là-dessus. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. On doit libérer la salle pour d'autres après. Mais on a quand même le temps de discuter. Et je serais ravie, s'il y a des questions, on peut en prendre plusieurs à la fois. Merci encore à vous. Mais juste avant la question, pour rebondir sur ça, je trouve que les artistes contemporains qui sont pas dans l'art urbain, souvent ils ont
que les politiques culturelles. Et les artistes urbains, ils ont, pour certains, la possibilité de s'adresser à plein de gens différents. Enfin, quelqu'un comme El Tono, par exemple, il travaille avec plein de domaines différents. Et donc, il y a aussi cette dimension-là. Enfin, ça peut être une chance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup dans l'art urbain ce sentiment de ne pas être légitime, de ne pas être ressenti comme quelqu'un de vraiment artiste au sens ministère de la Culture. Mais c'est aussi pour beaucoup d'artistes une chance parce que ça permet de travailler avec plein de gens différents et d'être aussi dans la vraie vie. C'est-à-dire quand tu travailles avec une école, tu travailles aussi dans la vraie vie. Et ça, c'est une grande force, je trouve, de l'art dans l'espace public. Voilà. Bien sûr. Oui, monsieur. Le flou est une force aussi. C'est pas qu'être entre deux chaises. Ouais. Oui, je voudrais poser une petite question à Madame l'artiste là. Je pense que d'une façon générale, l'expression artistique de l'art urbain intervient dans un cadre donné, dans un espace donné. Est-ce que vous avez déjà une démarche inverse, c'est-à-dire que à partir d'une expression artistique, un cadre s'est créé? Si vous voulez, on peut prendre plusieurs questions, comme ça tu réfléchis, et puis... Est-ce qu'il y a de... Si vous voulez, on peut... Enfin, juste quand même, Ouais, pardon. Vas-y. Du coup, là, hop, j'ai une réponse. Enfin, je la laisse filer. Je pense que c'est inhérent à cette pratique. C'est-à-dire qu'on fait de l'art dans un cadre, et cette action crée un cadre artistique. Puisque moi, je fais des sols en plus, donc forcément, immédiatement, ça délimite et ça ouvre un nouvel endroit. C'est complètement cette pratique-là en elle-même. Ouais. Si je peux aussi répondre. C'est la TAS. C'est bon, oui. La zone de... En fait, je pense qu'il y a plus que 15 ans de ça, une bande d'artistes et de copains à Paris a décidé de s'emparer des panneaux publicitaires dans un quartier, et un peu plus, et ils ont appelé ça Une Nuit. Une Nuit a généré un cadre qui s'est appelé Le Mur, qui a généré plein de murs, qui a généré une fédération d'art urbain. Et donc, en fait, c'est pour répondre, en fait, c'est que ça peut toucher un artiste ou une artiste qui, par son action, génère leur propre cadre, mais que le milieu même est générateur de cadres. Voilà, c'est un exemple pour répondre. Mais cela n'empêche pas aussi, je crois, au pouvoir public de poser un cadre et de proposer aux artistes de l'envahir et de se l'approprier, quoi. Donc ça va dans les deux sens, au moins, j'espère. On vous a tué là, je suis désolée, c'était dense. Est-ce qu'il y a d'autres Oui, il y en a deux, il y a Madame et Pierre-Édouard. Est-ce que... Non, du coup, j'arrive. Tiens, et puis après Pierre-Édouard, on en prend plusieurs à la suite. Ok. Alors en fait, on n'avait pas pu poser de questions sur la géographie, tout ça avant. Alors oui, en fait, je voulais juste aussi évoquer en fait Yves Raybaud, voilà, son livre La ville faite par et pour les hommes. Donc Yves Raybaud, un géographe du genre. Et on le voit bien, voilà, il y a des tonnes de... moi je suis vraiment pour les budgets genrés, quoi, parce que même le nom de ce festival, en fait, We Run the World, mais qui, oui, les hommes. Et puis les femmes, quand elles prennent la parole, c'est pour parler à 70% des hommes. On entend, 30% des femmes prennent la parole en général, et puis quand elles parlent, c'est à 70% du temps de parole des hommes. Voilà. Et puis, sinon, aussi... Ouais. Oui, mais c'est le premier que j'ai connu, forcément. Du coup, en fait, ces deux journées, moi, les arts urbains, je connais très bien, la culture urbaine, contre-culture, voilà, depuis mon adolescence, je vais dire les rencontres comme ça. Et à chaque fois, en fait, on parle du geste délinquant hors la loi au départ, qui s'institutionnalise, et puis on ne dit pas vraiment les conséquences, c'est dommage. Parce que là, moi, si je prends ça au pied de la lettre, je veux dire, je prends l'extincteur et je tag les murs ici de l'Itorium ou de la statue sur la place.
Et après, voilà, je suis une artiste urbaine, quoi. Non mais allô, des fois, je sais pas. Du coup, ouais, si on veut pas être délinquant, pourquoi cette structuration de l'art urbain, elle met pas en place ce qu'il faut pour qu'on puisse se professionnaliser sans enfreindre la loi? Pourquoi il y a toujours ce rapport à la loi qui est recherché de provoquer l'ordre public? Ça, c'était un sujet qu'on avait eu au début de la Fédération de l'art urbain. Est-ce qu'on doit... Merci. Est-ce qu'on doit faire en sorte de changer la loi et de poser la question de est-ce que le tag doit rester illégal ou pas? Est-ce qu'on va voir des députés et on leur demande de dépénaliser le graffiti, par exemple? Bon, pour l'instant, c'est pas vraiment à l'ordre du jour de la fédération, mais moi, je trouve que c'est une question intéressante de se dire est-ce que c'est encore du sens aujourd'hui que des gens finissent en prison pour tag, etc. C'est un vrai sujet. Et c'est aussi un sujet, alors qu'on n'a pas traité à bras-le-corps, mais je vous remercie de le souligner dans votre question, qui est de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'illégal quand on parle de politique publique, quand on parle de professionnalisation. En fait, l'illégalité, on le voit, elle perdure. En fait, il y a de la spontanéité. Tu as parlé des œuvres que tu fais à côté des œuvres commanditées. David, tu as parlé d'une intervention sur un panneau d'affichage que tu fais dans le cadre de ton festival qui est subventionné et tout, mais à la fin, tu n'as pas toutes les autorisations. Ce matin, on parlait du fait d'avoir une activité professionnelle de galerie et une activité spontanée dans la rue. Et donc, on voit qu'il y a un continuum de pratiques qui sont légales ou illégales, mais que c'est finalement juste des cadres dans lesquels les artistes rentrent ou ne rentrent pas, mais qui en fait, leur pratique ne se réduit pas à ça. Et moi, des fois, j'en ai un peu marre qu'on parle juste d'illégal ou légal. En fait, parlons de ce qu'on fait, et puis après, on verra où se posent les cadres, et voilà. Et merci aussi pour votre question sur le genre, qui n'est pas un sujet qu'on aborde ici, mais qui est un sujet important dans le monde de l'art, dans la manière dont on comprend aussi la professionnalisation. On a parlé tout à l'heure de trajectoire sociale avec Pierre-Edouard. On n'a pas forcément parlé des carrières genrées. Nous, on a fait en sorte pour aujourd'hui qu'il y ait des filles et des garçons, mais c'est pas des efforts qui sont faits partout tout le temps. Il y a des mondes qui sont largement plus masculins que d'autres, et c'est un sujet en soi. Il y a des bouquins là-dessus, et ça mérite en soi aussi une journée. En tout cas, la question est super importante. Merci de l'avoir posée, Pierre-Edouard. C'est rigolo, c'est complètement dans la continuité de la question d'avant sur l'égalité. Depuis tout à l'heure, je scotche sur la référence aux droits de l'homme, à la Déclaration universelle des droits de l'homme dans le slide qui est derrière vous. Et alors, il se trouve que l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que le droit de propriété est un droit inaliénable et sacré. Mais en fait, il y a un début de solution finalement dans cet article. C'est l'exception, comme quoi, en cas de nécessité publique, il peut y avoir expropriation publique qui ouvre droit évidemment à des indemnités. Donc en gros, voilà, la réponse est dans ma question. Mais ça demande une certaine forme de rationalisation quand même en mettant en adéquation les politiques culturelles et puis d'autres secteurs d'action publique, quoi. Donc tu veux dire qu'une fois qu'une façade est taguée, plutôt que de perdre de l'argent à nettoyer la façade, on devrait donner de l'argent au propriétaire pour le dédommager. C'est un début, ouais, c'est une piste. Hein. Moi, je trouve ça intéressant. Ouais, carrément. Ça va un peu loin. Moi, j'avais compris que c'était une sorte de bien commun supérieur, le tag, et que du coup, il fallait plus considérer que c'était une dégradation. C'était une autre manière de... Il y a la question des œuvres de l'esprit. Les œuvres de l'esprit, ouais. Et les questions juridiques sont passionnantes. Enfin, encore une fois, il y a aussi tout un sujet. On prend une ou deux dernières questions. Je crois qu'on doit finir de discuter. Moi, je voulais juste prendre la parole. Je suis artiste, donc voilà, donc je ne connais pas très bien le monde d'art urbain. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Je trouve que vous avez montré quelque chose que je ne connaissais pas, cette vision du haut. Alors, je n'avais jamais pensé qu'il y a une vue si intéressante du haut, parce qu'on marche toujours au niveau du sol, on voit plus ou moins les choses réussies au niveau du sol. Et c'est vrai que cette vision du haut, peut-être que ça ouvre des solutions différentes sur la question propriété vue du ciel. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais à vous de voir. Et après, deuxième chose, c'est vrai que c'est assez gênant si tu es artiste, si tu entends maintenant qu'il y a encore des discussions entre les artistes urbains.
Or, on avait avant encore des discussions avec les arts du spectacle, donc toutes ces douleurs de tête, je trouve que ce sera encore pire de trouver encore d'autres particularités et de trouver qu'il faut partager je ne sais pas quel financement qui est visiblement petit. Hein. Donc voilà. Sur la question propriété, je trouve qu'au niveau de peu importe qui on est, on se pose la question si un propriétaire peut être un propriétaire d'extérieur. Voilà. Moi, je poserais la question, est-ce que le propriétaire est aussi propriétaire d'extérieur de son bâtiment? Et je dirais peut-être symboliquement non. Et alors, peut-être qu'on pourrait être plutôt le nettoyeur de nos propres déchets. Voilà. Ça veut dire... Bon, c'est un espace public, mais est-ce qu'on ne devient pas aussi, peut-être si on le veut, celui qui nettoie peut-être, je ne sais pas moi, son trottoir, etc., si on a fait un truc, soi-disant, répréhensible. J'ai dit ça parce que, pourquoi pas, certains feraient des prisons parce qu'ils ont fait 3 attaques dans un lieu. Je trouve ça assez bizarre. Bon, je ne connais pas très bien vos problèmes sur ces sujets-là, mais je m'inquiète un peu pour ces situations, s'il y en a. En tout cas, s'il y en a des problèmes de ce type-là. Mais après, sur la question archivage de ces œuvres urbaines, je me pose la question, effectivement, comment on peut les archiver si ce n'est pas que photographiquement, s'il y a d'autres méthodes. Je trouve ça très intéressant au niveau du langage, c'est-à-dire comment définir la valeur, le langage, l'archivage. Je ne sais pas, c'est assez complexe parce qu'en plus, il y a des dégradations qui sont dites, en tout cas, la condition du soleil, la condition de l'humidité, etc. Déjà, une œuvre à l'intérieur, c'est un casse-tête monumental. Alors, qu'est-ce qu'on en fait si on en dit que la rue est un lieu ouvert, à ciel ouvert, etc. Donc, voilà. Sur ce point-là, peut-être de l'archivage et de la conservation, qui est un enjeu majeur d'une politique culturelle à destination de l'art urbain, qui est un sujet qui vous intéresse, je pense, tous, quand tu écris un bouquin, quand tu publies des actes et que tu veux documenter ce que tu fais dans une ville, quand tu travailles en tant qu'artiste dans l'espace public et quand tu diriges une fédération, vous êtes tous touchés par ça. Peut-être 2 mots sur ce point-là de l'archivage? Oui, peut-être dire que ce que l'on souhaite faire, c'est croiser les sources. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des archives, en effet, photographiques, des dessins. Ça, ce sont les choses que vous retrouvez dans un centre national d'archives assez typique. Et en même temps, là, on parle aussi de cultures urbaines. Donc, on a tous ces objets qui gravitent autour, qui expliquent aussi comment cet art, il fait partie d'une pratique de vie. Donc, on a des t-shirts, on a des objets qui racontent et qui contextualisent des archives de manière complémentaire. Et en plus de ça, par exemple pour Arcane, ce que l'on souhaite faire, c'est regrouper des entretiens à la fois vocaux, mais aussi des entretiens écrits d'artistes qui viennent parler d'une pratique qui est méconnue des historiens de l'art et des chercheurs et sur lesquels ils pourront s'appuyer pour analyser les œuvres et les archives qui sont numérisées. Je vous remercie, Cécile, Aletheia, David, Benjamin. Merci beaucoup d'avoir préparé avec moi ce moment, d'avoir parlé. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Ça fait 2 heures qu'on discute et on va pouvoir continuer à discuter de manière plus informelle, ici, dehors, en buvant ou en mangeant des choses. Merci encore beaucoup à toi, Susanna, pour nous avoir accueillis, et à Christian, tous les deux, d'avoir pensé que ça serait bien de faire ce genre de truc. Merci, Pierre, vraiment, de m'avoir permis de venir ici plusieurs fois. Et moi, je suis super contente que vous soyez tous venus. Je vous souhaite une bonne fin de week-end.